Bonjour, bonjour. 19h, on va attaquer. Il y a Fred qui est déjà là. Salut Fred. On va laisser tranquillement arriver les gens. On est là pour faire un petit space qui va durer un peu moins longtemps que d'habitude, je pense. On est là pour débriefer la grosse défaite du GF38 contre Ajaccio à la maison ce week-end. Et on va faire un petit bilan aussi du premier tiers de ce championnat parce qu'on arrive au premier tiers maintenant. Il est l'heure de faire un petit bilan. Donc, salut Fred. Salut Kevin, salut aux premiers auditeurs qui sont avec nous. Ça va Fred? T'as passé un bon week-end quand même? Bon, moi je passe toujours des bons week-ends en fait, Kevin, hein. J'ai peu d'impact. Les résultats, heureusement, les résultats du foot ont peu d'impact sur mon humeur, sur mes nuits de sommeil, etc. Donc toujours un peu de mal à m'endormir après un match au stade, par contre, mais ça c'est victoire, défaite, haute. Mais après je relativise assez vite sur le foot. Donc le week-end n'a pas été spécialement mauvais parce que Grenoble a perdu. C'était plus un week-end mauvais, on va dire, parce que la météo est un peu compliquée en ce moment et que c'est pas toujours des plus agréables. Mais sinon, ça va pas mal. Et toi, bon anniversaire, Kevin, déjà. J'en profite pour te le redire de vive voix, c'est même si c'était hier. Donc j'imagine que le week-end a été entre festif et petite déception de ton côté. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Bah écoute, ouais, ça a été. Il a très mal commencé, j'ai envie de dire, avec la journée, avec le match de samedi. Et puis, bah, beaucoup mieux dimanche, avec le retour du soleil et l'anniversaire. Donc ça s'est très bien passé. Donc c'est gentil à toi. Merci beaucoup. On va accueillir aussi Thomas qui est arrivé normalement. Salut Thomas. Thomas qui n'a pas encore débloqué le Ouais, micro. c'est bon, je suis là. Ça y est. J'étais en voiture, c'est pour ça. Salut tout le monde. Ça va Thomas? Ça va? Bah ça va, et toi du coup bon anniversaire, un peu en retard, si j'ai bien compris. Merci, il n'y a pas de souci. Alors, toi, t'as passé un bon week-end, je pense pas? Samedi, pas bon du tout, très très énervé. Et dimanche un peu mieux, on a fait notre première victoire de la saison côté US Roventin, donc on était contents. Ah, Mais c'est ouais, bien. samedi j'étais énervé, très énervé, très énervé. Et on a Crave aussi qui est arrivé parmi nous. Salut Crave. Salut. Ça va? Ouais, écoute, ça va, hein. T'es retombé toi aussi, ça va? C'est redescendu? Ouais, écoute, je devais être au match et par un concours de circonstances, j'ai pas pu y aller. J'étais un peu déçu et je l'ai regardé sur Amazon Prime et ça m'a consolé, on va dire ça comme ça. T'as pas perdu un peu de temps au stade. Bon. Ouais. Bah écoutez, on va attaquer. On n'est pas très très nombreux pour l'instant. On va quand même attaquer dans le vif du sujet. Donc, ce match contre Ajaccio, première très grosse défaite de la saison. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous ressortez de ce match-là? Et surtout, est-ce que c'est inquiétant pour vous pour la suite? Qui veut commencer? Peut-être Thomas, je sais que tu n'as pas trop le temps. Ouais, Thomas, si tu veux ouais, toujours nous dire un peu ce que tu en j'ai penses. un petit quart d'heure. Parce qu'après je vais au foot. Du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, comme je disais, j'étais très très déçu. Je trouve en fait que depuis, je dirais, 3-4 matchs, il y a un vrai effritement au niveau de tout, en fait, au niveau du jeu, au niveau de l'assise défensive. Et c'est ce qui m'inquiète le plus, c'est l'assise défensive, en fait, parce qu'on a eu 10 premiers matchs où on était vraiment très bon derrière. Et là, sur les 4 derniers matchs, on a pris 11 buts, tout simplement. Et puis, on prend des buts cons, quoi. C'est-à-dire, ce week-end, c'était des erreurs des marquages ou des joueurs qui étaient trop loin du porteur, qui essaient trop liberté. Notamment les premiers centres qu'on a pris, là, les buts de la tête. Donc, bah, là, franchement, je sais pas trop. En fait, c'est quelque chose que je me suis posé samedi, c'est comment on a pu en arriver là, quoi. Parce qu'on avait des solides bases qui étaient bien, c'est-à-dire on avait une défense cohérente, costaude. On avait un milieu de terrain qui était travailleur, qui prenait le jeu à son compte. On avait une attaque qui faisait défaut, mais qui est encore arrivé à marquer quelques buts. Et là, aujourd'hui, au bout de 3-4 matchs, on se retrouve avec une défense qui prend l'eau, un milieu de terrain qui est crevé. Donc, je pense qu'on est tous d'accord pour le voir. Et une attaque qui progresse pas. Parce que c'est aussi un point qui est gênant sur ce match-là, c'est qu'on a eu beaucoup d'occasions. Enfin, beaucoup. On a eu des occasions. On n'a pas marqué. Parce que tout simplement, T'es quand même dur sur l'attaque, Thomas. T'es quand même dur, sachant que sur les je sais plus combien de matchs d'affilée où on mettait 2-3 buts par match, t'es quand même dur. L'attaque a quand même progressé par rapport au début de saison. On a perdu Thomas. Thomas, on a perdu Thomas. Tu lui as cloué le bec. Ouais, c'est pas grave. Qui veut enchaîner? Fred, est-ce que tu veux allô. nous dire un peu, toi, du coup, ce que tu as pensé de ce match qui est certainement à oublier pour tout le monde, ou est-ce que toi, t'en gardes quand même des choses à retirer?
Alors attends, je crois que Thomas est revenu, donc on va peut-être lui Ouais, redonner la parole s'il doit partir tout de suite. ouais. Allez, vas-y, Thomas. Vous m'entendez là? Ouais, Non, c'est je bon, disais, vas-y. sur les derniers matchs, moi, j'ai pas vu de. J'ai vu une petite amélioration en finition, mais en fait, si tu regardes les derniers matchs, on a Messaba qui a marqué. Mais tu regardes ses buts à Pau, il y a un but qui est, enfin, qui est un but de raccro, donc voilà. L'autre but, je suis un plus à Pau, le deuxième but, ce que c'est. Le deuxième but, c'est pas un but très difficile à mettre non plus, tu vois. Et là, sur ce match-là, je trouve que sur ce match-là, il y a vraiment eu des grosses lacunes. Moi, j'avais l'impression vraiment qu'on voulait rentrer avec le ballon dans la cage. Par exemple, quand Joseph est en position de tir, il arrive soit pas à tirer, soit il la tire mal. Et au bout d'un moment, il va falloir qu'on arrive à mettre ses buts parce que là, on prend 3-0. Alors certes, on a pris en défense, mais on doit jamais arriver à la fin du match avec aucun but. Mais après, bon, l'attaque c'est une chose, mais ce qui m'a inquiété le plus, vraiment, c'est la défense parce que la défense, enfin je sais pas, je reconnais plus nos joueurs, Diarra notamment, je le reconnais plus depuis quelques matchs. Et sur ce match-là, c'était vraiment criant. Il était vraiment perdu, il était pas bien placé, il était en retard sur toutes ses interventions. Et vraiment, ce qui m'inquiète, c'est ça. Parce qu'après, le milieu de terrain, à la rigueur, bon, on voit que c'est cramé et bah, il faut juste la partie du 109, je pense. Mais la défense, en fait, je sais pas comment on a pu en arriver là. Parce que là, vraiment, ça fait 4 matchs qu'on prend l'eau. Alors, pour finir, avant de passer la parole à quelqu'un d'autre, du coup, avec toi, qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire en fait? Tu es VH pour toi, qu'est-ce que tu fais là sur les prochains matchs? Est-ce que tu changes tout? Est-ce que tu te dis on revient au basique, c'est-à-dire quitte à être moins offensif, on remet un peu la sérénité derrière, on est plus solide, un petit peu comme sur les premiers matchs. Qu'est-ce que tu fais toi? Alors, c'est une bonne question et c'est pas facile. Mais moi, je pense pas qu'il faille revenir sur un tout pour la défense. Parce que, en fait, on a bien vu en début de saison que ça fonctionnait sans tout miser sur la défense. Je pense qu'avant tout, il faut reprendre le jeu à notre compte, notamment au milieu de terrain. Et pour ça, bah, il faut du 109. Le problème, c'est qu'on n'en a pas beaucoup pour l'instant. Même si Théo Valls a commencé à jouer samedi dernier. Je sais pas trop comment il est physiquement. Euh, J'aurais tendance peut-être à essayer de switcher Diarra et Nestor pour remettre un peu de sérénité. Diarra, J'ai peut-être cru que tu allais me dire Touraine et Paquiez, mais ça a été fait déjà. Ouais, non, bah ça, alors ça, je pense que personne ne le comprend, ça. Le changement, personne ne le comprend. Je sais pas pourquoi il a fait ça, honnêtement, je comprends pas. Je sais rien, bref. Mais non, non, Touraine, je le laisserai où il est, et Paquiez, je le laisserai là où il est, et peut-être même que je mettrai Mendy. Mais plutôt, ouais, Nestor contre Diarra, je le ferais bien, parce que je sais que Nestor, il peut t'apporter une sérénité quand il y a un peu l'eau partout dans la maison. Et on a reperdu Thomas. Donc, le temps qu'on retrouve Thomas, Fred, du coup, vas-y, est-ce que pour toi c'est complètement donc un match à oublier? Qu'est-ce que tu ressors de ce match? Est-ce que tu arrives quand même à ressortir des éléments, j'ai envie de dire, pas forcément positifs, mais constructifs, j'ai envie de dire? L'arrivée de Théo Valls, pour moi, c'est un élément qui est entre guillemets positif, déjà parce qu'elle est très rapide. On s'attendait pas à ce qu'il soit prêt aussi vite. Donc, on peut imaginer que s'il est dans le groupe, compte tenu des joueurs qui n'ont pas été pris dans le groupe, c'est qu'il est prêt aujourd'hui à rentrer. Sa rentrée n'a pas été déplaisante. Après, il faut aussi la recontextualiser. Voilà, il avait un peu plus de temps face à une équipe qui jouait bas, qui se contentait de défendre, mais c'est plutôt propre ce qu'il a fait. C'est plutôt un milieu de terrain. C'est un peu le profil pas qu'on attendait, qu'on espérait, mais le profil qu'on avait vu dans ses précédentes équipes. C'est un mec qui va jouer de l'avant, qui va plutôt être précis techniquement. Donc bah voilà, ça c'est quand même un vrai point positif de savoir, parce que je suis d'accord avec Thomas, au milieu du terrain, on sent que ça pioche un peu physiquement notamment, et c'est bien de savoir qu'on a un peu plus de backup. J'ai pas tout aimé, mais on en rediscutera peut-être un peu plus en détail. D'avoir un joueur sous Meissaba, en l'occurrence à Minsby, j'ai trouvé l'idée pas inintéressante offensivement parlant. Ça nous a créé quelques opportunités. Après, on en rediscutera sûrement aussi. Il faut trouver un équilibre avec le milieu de terrain où ça a peut-être été défensivement un peu plus dur. Mais en tout cas, je suis globalement pas contre qu'on essaye des choses, en fait. Voilà, pour dire des choses comme ça. Après, on va en reparler, j'imagine, avec Paquiez et Touraine. Ne pas s'entêter, c'est une qualité aussi quand on voit que ça fonctionne pas.
Mais voilà pour le positif. Je trouve le score sévère, la défaite pas sévère parce que Ajaccio a joué le coup à fond. Par contre, on peut quand même préciser que Ajaccio tire 3 fois, 3 frappes cadrées, marque 3 buts. On est quand même relativement sur d'exceptionnel. Et sur ce match-là, Grenoble aurait dû marquer au moins un but. Effectivement, là, je rejoins Thomas sur le manque d'efficacité. Donc le 3-0 est quand même un peu sévère. Maintenant, c'est une bonne claque qui va faire du bien. En tout cas, j'espère qu'elle va faire du bien dans les têtes et que ça permettra de reconcerner peut-être un peu plus tout le monde. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Quand on regarde les stats, en fait, on se rend compte qu'on a la possession de balle, on tire plus, on cadre plus aussi. Ouais. Mais au final, très honnêtement, je ne sais pas du stade comment vous avez ressenti la chose, mais de la télé, je nous ai trouvé quand même assez inoffensif par rapport à d'habitude. On sent vraiment. On a largement moins d'occasions. Par contre, sur la Caro sort quand même 2-3 parades intéressantes en fin de match. Mais encore une fois aussi, le contexte fait que Ajaccio mène 3-0. On imagine bien qu'à partir de ce moment-là, ils vont arrêter de sortir, ils vont un peu plus défendre. J'ai en tête l'action je crois que c'est Joseph qui se t'emmène bien de la tête et qui fait une reprise de volée. En première mi-temps, on a 2-3 grosses occasions aussi de revenir au score. On s'est moins créé clairement que d'habitude. Maintenant, on n'a pas été complètement inoffensif non plus. Rappelons-nous des matchs de l'an passé où là, pour le coup, l'offensif avait un vrai sens, où on tirait 2 fois dans le match. Là, on a quand même un peu plus d'opportunités, moins que les précédents matchs à domicile. Je suis d'accord à ce niveau-là, mais on doit quand même finir ce match en ayant un but à minima. On a des opportunités pour. Je ne vais pas regarder les XG précisément sur ce match-là, mais on doit faire mieux en tout cas pour moi sur ce match-là. Et globalement, le 3-0. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je ne vais pas dire qu'Ajaccio a de la chance. Leurs buts sont bien réussis, mais Brice Bleu fait 0 arrêt. Faut dire les choses aussi telles qu'elles sont. On a 3 frappes cadrées, 3 buts. C'est quand même relativement rare de voir autant d'efficacité en Ligue 2. Grenoble, pas Grenoble, Ajaccio, pas Ajaccio. Voilà, ça reste du domaine de l'exceptionnel. Et ça veut aussi peut-être tout dire. Quand tu dis Brice Bleu ne fait aucun arrêt, on l'a dit la dernière fois lors du dernier podcast, il en fait quand même moins en ce moment. Oui. Et ça vient aussi peut-être de là. Thomas, avant de donner la parole à Crave, est-ce que tu veux finir peut-être avant que tu arrives au foot? Est-ce que tu veux nous dire une dernière chose? Décidément, il n'y arrivera pas, Thomas. On l'a reperdu. Du coup, Crave. Là, vous m'entendez? Je peux me permettre de rajouter attends, Thomas est revenu, je crois, donc on va le laisser parler. Est-ce que là, vous m'entendez? Oui, vas-y, Thomas. Allez, de toute façon, j'ai conclu en une minute. Je suis assez d'accord avec ce que disait Fred. Le score est sévère. Maintenant, la défaite, elle est complètement méritée. Je trouve qu'on a subi une défaite tactique. Je pense qu'on s'est fait bouffer tactiquement aussi. On s'est fait prendre par les offensives rapides et le pressing d'Ajaccio directement. Et après, voilà, sur le reste, je suis assez d'accord avec Fred. Juste un point, Fred disait que Maubleu, il n'a pas fait d'arrêt. Mais c'est aussi souligné, je trouve que Maubleu est moins décisif sur les derniers matchs. Alors après, c'est difficile de lui reprocher parce qu'il a vraiment été surdécisif sur le début de saison. Mais c'est vrai que là, Maubleu, il est moins en forme, il est moins impassable. Et du coup, on se retrouve avec une défense qui a subi beaucoup de plus d'occasions et qui a pris plus de buts, tout simplement. Allez, merci Thomas, on va te libérer. Je crois que tu as entraînement, bon entraînement. Et à plus. Alors, n'hésitez pas, s'il y en a qui veulent parler, je crois qu'il y avait Yannick qui voulait peut-être poser une question ou parler aussi. Yannick, tu n'hésites pas à demander la parole, je te la donne, même si c'est pour parler ponctuellement, tu n'hésites pas. Kev, du coup, si je peux compléter du coup par rapport à ce qu'a dit Thomas, moi il y a un truc que Gaëtan Paquez a dit en conf de presse que je trouve intéressant, c'est un point qu'on a souvent soulevé en plus dans les podcasts, dans les débriefs qu'on a fait depuis le début de la saison, c'est l'aspect réussite. Et Gaëtan Paquez, il a dit, en début de saison, en fait, la tête de l'adversaire a terminé sur le poteau où il y avait parade exceptionnelle de Brice Maubleu. Et la différence, elle est aussi là. C'est-à-dire que, sur le deuxième but, je suis peut-être un peu plus critique, on va dire, sur Brice Maubleu. Par contre, les deux autres buts, il peut strictement rien faire du tout, en fait. Et la première tête et la frappe de Jacob sont bien placées, en fait. Et il y a ce petit critère réussite-là qui effectivement échappe un peu plus à Grenoble, je trouve, en ce moment. Et ça joue souvent sur des détails, les matchs, et je pense qu'il ne faut pas oublier non plus cette petit aspect-là, parce que Grenoble aurait pu, je vais pas dire aurait dû perdre d'autres matchs avant, mais aurait pu perdre d'autres matchs avant. Le match à Guingamp, le match nul est plutôt une réussite. À Saint-Etienne, on va pas refaire tout le début de saison, mais voilà, il y a quand même 2-3 matchs où tu te dis que finalement on n'était pas si au-dessus que ça en fait, et ça permet de relativiser, je pense aussi le début de saison, de voir que quand la réussite tourne, tout de suite au lieu de passer à 1-0 pour nous, on passe à 3-0 contre nous, ça peut aller très très vite derrière, quoi. C'est un aspect qui me semble aussi relativement important à souligner.
J'avais prévu d'en parler derrière, mais tu as très bien fait de le souligner parce que quand on voit des matchs comme Saint-Étienne, tu l'as dit, comme Bordeaux, beaucoup de matchs comme ça où on a subi sans forcément craquer parce qu'on a eu de la réussite et aussi un peu de talent en parlant de Brice Maubleu, aujourd'hui ça tourne plus. Donc voilà, la roue a tourné, comme on dit. Maintenant, il va falloir qu'elle retourne dans l'autre sens si on veut pas rentrer dans le rang. Krav, vas-y, ça y est, je te donne la parole. Dis-moi un peu ce que tu as pensé de ce match-là, toi. Non, déjà, en fait, perdre en soi, c'est pas grave, hein, ça arrive, toutes les équipes vont perdre durant la saison. Moi, ce qui me chagrine, c'est la manière surtout, en fait. C'est si on avait perdu en faisant un super match, comme on a pu faire des matchs nuls, ou des matchs on aurait dû gagner, mais on fait que match nul, mais on a bien joué. Là, moi, ce que j'ai trouvé inquiétant, c'était la qualité de jeu proposée, enfin l'investissement, l'engagement des joueurs sur le terrain. Effectivement, il marque 3 buts. Il y a un but qui est hors jeu, flagrant. Bon, on a été quand même bien arbitré depuis le début de la saison, donc il y a le retour de bâton naturel. Hein, ça s'équilibre sur une saison. Mais enfin, je veux dire, on perd 2-0, 3-0. Enfin, à aucun moment c'est volé. Pour moi, il y avait une équipe qui avait plus envie sur le terrain. Ça s'est vu de manière assez flagrante. Après. Quels sont les facteurs de ce manque d'impact physique, de ce manque d'engagement, d'intensité. Ce qu'il peut y avoir de la fatigue, il y a eu quand même une trêve internationale il n'y a pas très longtemps. Il y a eu des changements. Enfin, moi, quand j'ai vu la compo, j'ai trouvé ça suicidaire en fait de la part de Vincent Oignon, de par le contexte. C'est-à-dire que tu viens d'encaisser énormément de buts lors de tes derniers matchs, et en fait, tu insultes Ajaccio de par ton milieu de terrain en fait. C'est vrai que tu l'as dit de suite avant le match. Ah ouais, non mais enfin, j'ai vu ça, mais je me suis dit, sachant que ce bail, c'est pas quelqu'un qui va défendre outre mesure. Enfin voilà, on le sait bien, celui il est pas là. En plus, c'est même pas son rôle. Son rôle, c'est de créer, de provoquer. Tu es dans une situation où tu prends énormément de buts et enfin, tu te mets déjà en difficulté, sachant qu'en ce moment, Rigaud, il est un peu dans le dur, Benet un petit peu aussi, je trouve, quand même. Franchement, j'ai pas compris la compo, outre le fait qu'ils aient échangé Paquiez et puis Touraine. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il a fait ça, mais bon, bref. Enfin, voilà, c'était quelque chose qui, moi, la compo déjà m'a rebuté d'office. L'an dernier, Oignon avait fait quelque chose d'un peu novateur, un peu particulier. Il avait mis Monfray au milieu pour solidifier, pour dépanner. Ça avait plutôt pas mal marché. C'est l'un des seuls qui surnage en ce moment. Tu vois que ton milieu est en grande difficulté, que tu enchaînes les buts. Tu as Nestor, tu sais, qui va être performant. En plus, Nestor, c'est un impact moral positif dans le jeu. Ben, à la limite, j'aurais davantage compris un Monfray en 6 et un Nestor arrière central, quoi. Défenseur central. Voilà, Mon frère en après. 6, je te coupe grave, mais mon frère en 6, ça a été testé l'année dernière, ça a vraiment pas été une réussite quand même. Ça aurait peut-être pas pire que ce qu'on a vu là. Après, bon, voilà, c'est facile de parler après match. Hein, voilà. Ce que je peux dire aussi, c'est ce qu'on voit, c'est que Touraine, un peu dans le dur aussi en ce moment. Alors, il vient de faire pas mal de sélections avec les jeunes au Maroc. Il a une nouvelle stature, enfin, il a davantage de pression, même si ça a l'air d'être un jeune avec un mental solide. Il est peut-être qu'il va en faire un peu trop en ce moment. Il est aussi attendu parce que je pense maintenant quand les équipes adverses elles préparent leur match, je pense que c'est un des premiers joueurs qui est pointé par le coach vidéo de l'équipe adverse. Donc il a plus de difficultés, il est plus attendu, je pense. De manière générale, effectivement, je pense qu'il y a certains joueurs qui étaient en sur-régime en début de saison et qui sont un peu retombés dans les clous, si je puis dire. En fait, si on regarde d'un point de vue du classement, on est peut-être à notre place. Hein, on a peut-être vécu l'exceptionnel au début et on retombe gentiment à notre place quand tu regardes les équipes qui sont devant nous, mis à part Laval. Il n'y a pas Bon, scandale, quoi. on va rester sur le match là, juste Crave, on Ouais, débriefera après tout ouais. le classement, etc. D'accord. Voilà. Après, J'ai- donc oui. Donc, juste pour conclure, Vas-y. ouais, franchement déçu moi surtout de l'engagement. Mais pour moi, c'est vraiment le milieu qui a pêché, qui a pas, qui a vraiment qui a causé la faillite Trop défensive, quoi. émoussé pour toi. Ouais, ouais, je pense émoussé, franchement. Je les sens émoussés, mais en même temps, Oignon, il a pas beaucoup de choix possibles. Il a pas refait venir Isola, là, je sais pas pourquoi il l'a pas fait revenir. Tu peut-être pas content de lui sur Pau, mais enfin, alors on a Valls qui va arriver, on verra bien.
Bonne transition pour Valls, on va en parler juste après. Juste une question pour vous. Grenoble, c'est grave docteur. C'est-à-dire, est-ce que là, on est tout simplement en train de rentrer dans le rang ou alors est-ce que c'est les aléas d'une saison et là, on est vraiment sur une mauvaise passe et on va se reprendre. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est grave ou pas? Fred? Alors, pour répondre à la question, je vais faire un petit retour en arrière d'une semaine. On a tous dit, y compris au sein du club, première défaite de la saison à Pau, c'est maintenant qu'on va voir comment on va réagir. Je pense qu'on a vu comment on a réagi ou comment on n'a pas réagi plus précisément. Donc l'inquiétude peut-être qu'elle vient de cette absence de réponse-là, pour moi. Après, j'ai pas beaucoup changé d'avis par rapport à ce que je disais la semaine dernière. Je suis pas spécialement inquiet déjà parce que l'objectif prioritaire de Grenoble, c'est le maintien en Ligue 2 et qu'il est sur une très bonne voie. Ensuite, je suis pas d'accord du tout avec Raph. Je pense qu'on a l'effectif pour faire beaucoup mieux que ce qu'on fait actuellement et les talents individuels pour faire beaucoup mieux de ce qu'on fait actuellement. Donc, il n'y a pas forcément de l'inquiétude, mais clairement, il y a des mots qu'on n'arrive pas à corriger pour l'instant. Moi, je ciblerai pas un secteur particulièrement. Je trouve que le problème est plus collectif. En fait, on y viendra peut-être plus précisément quand on reviendra sur les buts. Mais typiquement, le premier but, j'entends beaucoup dire erreur de marquage, les latéraux sont à la rue. Je dis pas que c'est pas vrai, pardon. Par contre, je vous invite à regarder le comportement de Lenny Joseph sur le premier but, qui pour moi est très symptomatique des problèmes du GF38 actuellement. Et si vous l'avez pas vu ou que vous pouvez pas voir la vidéo, c'est très simple. Lenny Joseph, au départ de l'action, il est 3 mètres derrière Camper sur l'ouverture en profondeur. Il s'arrête de courir là où Camper, lui, va continuer. Et c'est Camper qui fait ou Quimper, excusez-moi, je sais pas si la prononciation est bonne. Et c'est Quimper qui va centrer dans un fauteuil derrière avec personne autour de lui à 15 mètres à la ronde, en fait. Si Lenny Joseph fait son remplacement défensif, c'est des choses qu'il faisait en début de saison. Quimper, il n'est pas dans cette situation de centrer aussi facile et peut-être qu'il trouve pas aussi facilement son coéquipier sur le but, en fait. Donc le problème pour moi, il est avant tout collectif aujourd'hui au lieu de pointer, dire tiens, le rendement de lui il est moins bien, lui le rendement de lui il est moins bien. C'est une problématique, la défense, en fait, qui concerne pas que les milieux de terrain, que les défenseurs. Et je trouve qu'on a perdu ce côté bloc compact, en fait, qui faisait notre force. On laissait très peu d'espace. Les sorties de balles d'Ajaccio, je vais pas dire que c'était facile parce que je serais largement incapable de faire ce qu'ils ont fait, mais les sorties de balles, elles étaient propres, en fait. Ils ont très souvent réussi à casser les premiers rideaux défensifs, en fait, et ça explique aussi pourquoi derrière on se prend un peu plus de vagues, peut-être un peu plus d'occasions et qu'il y a un peu plus de buts aussi, en fait, au final. Là où les mecs ils se dépouillaient sur le terrain de la première à la 90e minute. Peut-être que le premier but encaissé a fait mal, peut-être que la fin de l'invincibilité a fait mal et que du coup il y a un petit relâchement derrière. Mais je suis pas quand même inquiet outre mesure parce que sur 13 journées on a perdu qu'un match, hein, donc relativisons tout de même un tout petit peu. Juste avant de rendre la parole à Crave, on disait qu'une grande équipe ne perd jamais 2 fois de suite. Bon, Grenoble n'est pas une grande équipe non plus, on le savait, mais ça peut être problématique en tout cas d'enchaîner comme ça les mauvais résultats parce qu'en plus de ça, devant, il y en a qui commencent à stagner un petit peu. On avait vraiment des bons coups à faire et là vraiment, donc c'est dommage. Donc ouais, pour toi Fred, donc de toute façon, on n'était pas comme la semaine dernière à parler d'inquiétude, hein. Moi, je parlais de gravité dans le sens où vraiment tout a été modifié, quoi. La défense aujourd'hui n'est plus du tout ce qu'elle était. On n'a plus du tout ce bloc équipe. Donc, quand je parlais de gravité, c'était qu'est-ce qui se passe et est-ce qu'on va pouvoir remettre tous les éléments pour redevenir une équipe stable, j'ai envie de dire, et cohérente, ou alors est-ce qu'on va maintenant rentrer dans le rang, quoi. Krav, si tu veux réagir à Fred, vas-y Fred. C'est pas qu'on peut, en fait, c'est qu'on doit. Très concrètement, aujourd'hui, on a tout. Alors, on a même un centre d'entraînement et plus de minibus, donc on va pouvoir sortir moins d'excuses côté GF38. On doit aujourd'hui trouver des solutions, et si on trouve pas de solution, faudra se poser la question du pourquoi. Mais oui, Grenoble doit trouver. Je pense pas qu'on soit devenu nul défensivement en fait en l'espace de 2 semaines. Peut-être que le début de saison était en sur-régime à ce niveau-là, et que si on s'était pris un but dès la première journée à Saint-Etienne, on aurait eu une saison plus normale, on va dire, moins dans l'exceptionnel. Mais on sait quand même que la solidité défensive est depuis plusieurs années une des forces de l'effectif. On a quasiment, enfin c'est pas on a quasiment, on a les mêmes joueurs en fait. Il n'y a aucune raison d'avoir perdu ça du jour au lendemain. Ouais, non, on m'entend? Ouais. Je suis pas inquiet non plus. Je suis pas inquiet outre mesure, hein. C'est-à-dire que les qualités, elles n'ont pas disparu comme ça. Je pense que l'état d'esprit, il n'a pas disparu non plus. Il y a des phases des fois, on est un peu dans le creux de la vague. Voilà, il y a 2 défaites d'affilée. Il n'y a pas péril dans la demeure. On n'est pas décroché au moins des places qualificatives pour les barrages.
Euh, voilà, maintenant on va jouer un match quand même difficile à Amiens avec qui a une belle équipe. Même s'ils tournent pas, ils n'ont pas le rendement qu'ils devraient avoir, je pense, à mon sens. Mais voilà, je pense qu'il y a des joueurs de caractère. Monfray, il va être suspendu, si je dis pas de bêtises, là, contre Amiens. Ouais, c'est Donc, ça. voilà, c'est peut-être l'un des joueurs qui était le plus, enfin pour moi le plus régulier. On va voir. Nestor va arriver, j'imagine. Donc voilà, il va impulser sa positivité. On va voir si Valls va rentrer d'entrée. Il faut voir. Après, moi, je suis assez d'accord avec Fred. Nos ailiers, ça manque. Il y a moins de travail défensif que ce qui était fait au début. Alors peut-être parce que vu qu'ils ont eu une frustration de réussite, je sais pas, ils ont peut-être tendance à rester, à moins revenir et à attendre un peu plus. Voilà, peut-être à retravailler à ce niveau-là l'engagement. Après, bon, franchement, ce qu'on peut dire, c'est que eh ben, Lenny Joseph, il est, il est quand même pas bien depuis certains matchs. Je comprends pas pourquoi on n'a pas fait jouer Thuo et je sais pas, enfin. Alors il revenait de blessure, si je dis pas de bêtises, peut-être. J'avais pas moi aussi, oui, je crois qu'il y avait un petit souci pour Thio, mais rien de grave. Ouais. Magnifique transition en tout cas, Crave. On va partir du coup sur une autre thématique, les coups tactiques de VH, parce que ça fait un petit moment que VH faisait des bonnes choses, hein, il faut aussi savoir le dire. L'équipe jouait mieux, elle était solide, on perdait pas de match. Les changements qu'il avait fait, notamment le match contre Caen, étaient très bons sur une semaine à 3 matchs. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont un petit peu incompréhensibles. On a beaucoup parlé de la rotation Paquies-Touraine que personne n'a compris. Je vous invite à aller voir la conférence de presse et le magnifique article de Fred qui nous explique un petit peu pourquoi. Mais voilà, les coups tactiques un peu de VH, les remplacements, les rotations, on peut penser à Posto, Meissaba. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça en ce moment? Est-ce que VH est en train de sombrer un petit peu ou pas? J'ai une vraie question, Kev, pour toi, parce que tu dis justement que VH a fait que Vincent Agnon a fait des jolis coups tactiques. Je me suis posé la question, figure-toi, ce week-end, et je me la suis posée en me demandant quel match Vincent Agnon a fait gagner depuis son arrivée, tactiquement parlant, grâce à des choix tactiques, en fait. J'ai pas trouvé de réponse. Et par contre, je précise que dans le choix tactique, c'est différent de choix humain. C'est-à-dire que sur le coaching de la semaine à 3 matchs, effectivement, je te rejoins, très bon coaching. Il a su faire tourner, il a su titulariser Thio, Nestor, etc. Ça a été une vraie réussite. Mais tactiquement parlant, j'ai pas souvenir d'un match où lui a influé en fait positivement sur les résultats de l'équipe. Hein. Alors, je t'avoue que j'ai pas tous les matchs en tête, mais effectivement sur des choix tactiques où par exemple on était à une pointe devant et après il passe à deux pour pousser, pour arracher quelque chose et tout. C'est vrai que j'ai pas ce souvenir-là. Maintenant, moi je te trouve dur parce que c'est vrai que dans les choix humains en début de saison, c'est quand même bien passé. Après, il a joué sur ce qui marchait bien, hein. C'est pour ça que je précise que choix humain et choix tactique sont deux choses différentes pour moi. Là, je réfléchis tiens, il va passer à une défense à 3 contre tel adversaire, etc. J'ai plutôt l'impression qu'on est sur quelqu'un qui est dans une stabilité tactique. Il a son système de jeu préférentiel qu'il utilise systématiquement et qui est même au niveau des remplacements, qui est plutôt dans l'optique, je fais sortir un ailier gauche, je fais rentrer un ailier gauche, je fais sortir un milieu de terrain, je fais rentrer un milieu de terrain. Tu as raison. Sauf quand il n'y a pas d'autre choix sur le banc, qu'on l'a vu la semaine dernière à Pau avec l'entrée de Nestor à la place de Benet, et du coup, bah, ça n'a pas fonctionné non plus derrière, ça a déséquilibré l'équipe. Mais j'ai pas l'impression que ce soit. C'est pas un bon exemple parce qu'il perd tous ses matchs, mais tu vois, quand le coach de Bordeaux, le nouveau coach de Bordeaux arrive et il dit moi j'ai 5 tactiques dans le stock, j'ai pas l'impression qu'on soit sur ce style-là avec Vincent Lyon. J'ai plus l'impression qu'on est sur un entraîneur qui est dans le. C'est quoi le terme Prévisible. Pas prévisible en fait, mais voilà, qui est dans la stabilité en fait. Il n'est pas forcément Continuité. dans tenter des choses incroyables et tout. Là, pour le coup, il a tenté. Si tu veux que j'embraye sur ça, il y a plusieurs choses. Déjà, j'aime bien les coachs qui tentent parce que j'aime bien le foot en fait en mode un peu partie d'échec. Moi, les équipes qui marchent sur leurs concurrents de la première et la dernière journée, j'ai jamais été fan en fait. J'aime bien voir les réponses qu'on apporte dans la difficulté. C'est-à-dire, bah, même en cours de match, hein, éventuellement, j'aime bien quand il y a des petits changements tactiques, des choses comme ça. Là, pour le coup, effectivement, on est en difficulté sur le mois d'octobre, hein, 0 victoire, 2 matchs nuls, une défaite. Donc, on est au moins en difficulté sur le plan comptable. Donc, de base, qui tente quelque chose, ça me dérange pas. Je l'ai dit un peu tout à l'heure, Sbaï en soutien de Meissaba, j'ai trouvé ça intéressant sur pas mal de choses. Il y a des points sur lesquels j'ai trouvé ça moins intéressant, mais j'ai trouvé que c'était une idée, en tout cas.
Et si Minsbaï il égalise là sur la perte de ballon du joueur ajaxien que Meissaba pardon lui donne bien là le petit piqué qui termine juste au-dessus, bah, on n'a pas du tout le même regard sur le choix de Vincent Rognon. Et on dit bah très bon choix effectivement, ça permet d'avoir un mec à côté de Meissaba, les deux s'entendent plutôt bien en plus. Donc sur ce point-là, je trouve ça pas inintéressant. Après, il y a des choses qui ont moins bien marché que d'autres sur ce match aussi à ce niveau-là. L'incompréhension, elle est plus sur. On a bien vu que Paquez et Touraine, ça fonctionnait pas au bout de 10 minutes de jeu. Pourquoi tu rechanges pas en fait? L'entêtement. Ouais. Pourquoi tu dis pas à Touraine, bon bah t'es en difficulté à gauche. En plus, je crois que Touraine, quand tu voyais ses expressions un peu faciales, tu sentais qu'il s'en voulait sur le premier but. Pourquoi tu changes pas tout de suite? Pourquoi tu attends 45 minutes? Tu finis par sortir Touraine, hein. Pourquoi pas s'il estimait qu'il était vraiment plus dans son match. Mais les mecs, ils ont leurs automatismes en fait. Touraine à droite et Paquez à gauche depuis le début de la saison. Ça te coûte rien de leur dire, bon bah les mecs là ça fonctionne pas. On l'a vu, on s'est pris un but déjà, on est en difficulté sur les offensives d'Ajaccio. On rechange tout de suite quoi. La critique, elle serait plus sur ça, plus que sur le fait d'oser tenter quelque chose. Même si on peut aussi poser la question, pourquoi changer quelque chose défensivement qui marchait bien alors que tu es déjà en difficulté défensive? L'interrogation est peut-être là aussi. T'as absolument raison. Et moi, c'est là en fait où j'en veux aussi à VH. C'est qu'en gros, il dit à Touraine à la mi-temps, il le sort. T'as fait une mauvaise première mi-temps, je te sors, on va changer les plans. Alors qu'en fait, c'est son choix à lui qui est mauvais et il l'assume pas du tout. Il remet pas les joueurs à leur place. Et c'est lui en fait qui dit c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as fait une mauvaise première mi-temps, tu sors et je m'entête dans ce que je fais. Et ça, c'est quelque chose chez VH qui m'embête particulièrement. C'est qu'il est têtu en fait. Il est têtu avec ses choix de joueurs, il est têtu avec ses schémas tactiques, avec beaucoup de choses. Et c'est très, 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 très compliqué de lui faire changer d'avis. Crave. Bah, surtout sur un joueur qui a un langage corporel et une envie que tu peux pas contester. Tu vois ce que je veux dire? Si Touraine avait boycotté le match et fait une mi-temps désastreuse parce qu'il a pas envie ou parce qu'il a une attitude négative, etc. Mais c'est pas le cas, surtout que c'est un joueur qui se donne à fond depuis le début de la saison. Il est performant à droite. Bon, alors on en prend plus de buts ces derniers matchs, certes, mais il est quand même performant dans la globalité. C'est une garantie que tu as et tu déstabilises tout avant même le coup d'envoi comme ça. Et derrière, tu le punis à la mi-temps. Enfin, c'est quoi le message du coup? Enfin, il le met en difficulté de par nature en le changeant de poste et à la mi-temps, il le sanctionne en le sortant. Ouais, difficilement compréhensible. Après, tu parlais de Meïsaba. Après, par contre, moi, je trouve ça normal de mettre l'attaquant qui est en confiance, surtout qu'il a commencé sur le banc au début de la saison. En ce moment, il est en pleine confiance, même s'il fait, je pense qu'il y a au moins un raté où il doit le mettre la tête décroisée. Pour moi, celle-là, elle doit finir au fond. Au moins cadré. Ouais, au moins cadré, mais bon, globalement, sur les derniers matchs, il est quand même très décisif, donc je trouve ça normal qu'il commence. Mais bon, après, comme l'a dit Fred, c'est pas quelqu'un, Vincent Ognon, enfin, c'est assez prévisible, c'est compo à 99%. Je pense que n'importe qui suit un peu le GF38, la compo, n'importe qui à 99%, à la compo juste avant le début du match. Hein. On est d'accord là-dessus, mais quand je parlais donc aussi de choix tactiques, alors je ne sais plus exactement à laquelle minute est le troisième but d'Ajaccio, mais est-ce qu'on peut pas tenter, quand on perd 2-0 à la maison, de passer à 2 pointes avec Posto qui rentre à côté de Meïsaba par exemple et tenter vraiment le tout pour le tout au retour des vestiaires à 2-0? Alors, il fait déjà deux changements à la mi-temps, ce qui est relativement rare. Hein. Je pense même que c'est une première d'avoir deux changements aussi rapidement à Grenoble, sachant qu'il rechange de système puisqu'il fait sortir un offensif Bamba en l'occurrence et qui fait rentrer Sylvestre. Donc, il revient un peu sur des choses qu'il maîtrise un peu plus et qui sont un peu plus habituelles. Après, je te rejoins. Oui, une fois que tu es mené 3-0, tu peux tout à fait effectivement tenter Emei Saba et Postolaki pour avoir un peu plus de présence dans la surface. Ça m'aurait pas ça m'aurait pas dérangé dans ce cadre-là, effectivement. Et je te rejoins sur ces trois derniers changements. Je crois que c'est quasiment du poste pour poste à chaque fois. C'est Mukio qui remplace Joseph. Ouais, c'est ça. Posto pour Bas et Valls pour Hugo. Voilà. Donc on est sur du poste pour poste du coup, alors que c'était peut-être le moment pour tenter autre chose et rajouter un peu plus de présence dans la surface, effectivement. Au moins essayer, perdu pour perdu. Enfin, tu dis à 3-0, quand même une grande chance que tu perdes le match. Perdu pour perdu, autant tenter. Il nous avait bien mis Postolaki, c'était quoi, milieu droit à Caen. Enfin, Ouais, sur la fin de match. ouais, voilà, sur la fin de match, bah, je sais pas, tu essayes d'avoir Postolaki et un peu plus dans l'axe et tu tentes les deux ensemble, tu vois ce que ça donne. Perdu pour perdu, au moins tu essayes, quoi.
Pas gêné non plus au passage par la titularisation de Meissaba, qui me semble tout à fait logique vu l'état de forme actuel. Ça n'enterre pas pour autant Postolaki, hein. La hiérarchie peut encore bouger, mais actuellement, c'est l'attaquant le plus efficace, donc très logiquement, c'est lui qui débute. Et qu'est-ce que vous pensez des choix tactiques de Bamba titulaire, sachant qu'il met plus un pied devant l'autre depuis plusieurs semaines, et Joseph qui enchaîne et qui enchaîne et qui enchaîne, même s'il a mis son premier but il y a 2 semaines, je crois, mais qui a beaucoup, beaucoup de mal quand même par rapport au début de saison et qui se sent émoussé. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors Joseph, moi c'est quelque chose dont je parle déjà depuis quelques semaines. Je le trouve effectivement émoussé, même s'il a marqué son premier but avec Grenoble, c'est pas forcément les meilleures prestations en ce moment. J'ai un peu de mal à comprendre le côté un peu totem d'immunité, si on peut dire ça comme ça, alors qu'il y a quand même du monde sur les côtés qui peut jouer. Tu vois, par exemple, je l'aurais sorti à l'heure de jeu à Pau la semaine dernière pour faire rentrer Bamba justement et transition avec Bamba. Moi, c'est plus la gestion humaine de Bamba qui m'interpelle en fait. On connaît les qualités du joueur en fait. Et très clairement, ça a été, je vais pas dire un fantôme, ce serait un brin exagéré ce samedi, mais il est passé à côté de son match. Et ça intervient une semaine après un match où il est même pas rentré en jeu en fait. Qu'est-ce que tu te dis dans ta tête, toi, quand tu fais le déplacement, qu'on te prend dans le groupe, que tu estimes, j'imagine, être pas mauvais, hein, il a sa petite valeur, il y a des propositions, il est international, et qu'on te fait même pas rentrer en jeu en fait la semaine d'avant. J'ai l'impression qu'on est en train de le perdre en fait. Et j'ai l'impression ça que c'est aussi le rôle de Max Marty, de Vincent Rognon, du staff, peu importe de qui, du capitaine Brice Maubleu, de concerner en fait tout le monde et surtout de concerner les joueurs qui ont des vraies qualités, dont on sait sur qui on peut compter, qu'on devrait pouvoir compter en tout cas. Donc pour moi c'est deux choses différentes. T'as un joueur qui est cramé mais qui joue tout le temps, et t'as un joueur qu'il va falloir mieux gérer humainement parlant à un moment donné, ou alors le vendre en fait. Parce que si tu comptes pas sur lui, arrête de refuser les offres, parce qu'il y en a encore eu beaucoup cet été, en fait. Il y en a eu jusqu'en fin de mercato. Il y en a même eu la semaine après la fin du mercato. Laissez-le partir, en fait, si vous comptez pas sur lui. Ça vous fera un peu de finance, et puis ça vous évitera d'avoir un mec qui vit mal aussi, peut-être, sa saison derrière. Par contre, Pourquoi très il est clairement. parti du coup, Fred? Est-ce que c'est uniquement financier ou... Alors, je sais pas le montant des offres qui ont été faites. Moi, j'ai plutôt l'impression que le club, entre guillemets, compte un peu sur lui ou n'est pas vendeur pour l'instant parce qu'il n'a pas besoin de vendre. Je sais qu'il y a une grosse, enfin, il n'y a pas une grosse offre en fait. Il y a une demande de prêt avec option d'achat obligatoire à la fin du prêt d'un club européen, que ça a été refusé. Alors pourquoi? Parce qu'on n'a peut-être personne pour le remplacer derrière. Honnêtement, j'ai pas la réponse. Par contre, si vous l'utilisez comme ça, ne le conservez pas, quoi. Bamba, on sait ce qu'il a apporté, hein, je le redis. Lui et Jordan Tell, ils sont pas là les 6 derniers mois de la saison avec Jacobacci. Le GF38 est en national, soyons très clairs. Ne crachons pas, je le disais sur Touraine dans l'article, mais ne crachons pas sur les gens qu'on a adulés la veille. C'est comme des mecs dont on connaît les qualités. Et la vraie question, c'est pourquoi aujourd'hui ces qualités, on les voit plus, quoi. Ce que je disais tout à l'heure, on n'oublie pas de bien défendre en 2 semaines. C'est pareil, Bamba, il n'oublie pas de bien jouer en 2 semaines non plus. Ben, La question humaine et psychologique, elle va aussi avoir une importance cette année. On le sait, on a un gros effectif qu'il va falloir gérer aussi humainement parlant. Et perdre des joueurs en route, ça sera de toute façon négatif au final. Ça, c'est sûr. non, mais déjà, ce qu'il faut dire, c'est que Bamba, il joue que depuis octobre, déjà. Parce qu'en septembre, je suis en train de regarder ses matchs, 10 minutes, 27 minutes, 17 minutes sur le banc. Il Voilà. avait planté le coup pour le premier match contre Saint-Étienne, il met le but de la Et victoire. voilà, et il rentre il joue 27 minutes contre Saint-Etienne, il met le but. Et là, ces 2 derniers matchs face à Guingamp et Valenciennes, il fait 2 passes D. Alors avec des erreurs, hein. Non, il n'a pas fait des matchs parfaits, mais il est décisif quand même 2 fois et il joue pas à Pau. Donc en fait, sa gestion, elle est incompréhensible, sachant que c'est quand même un joueur qui a un passif avec Grenoble. C'est l'un des ailiers les plus anciens. Il a sauvé la baraque, faut pas oublier, il nous a sauvé la baraque le maintien. C'est un joueur qui a un énorme potentiel. Je pense à un joueur qui a besoin de confiance, qui a besoin de jouer. Mais c'est simple, ce mec, il a pas joué. Il a quasiment pas joué en août et en septembre. Donc il a une stature de remplaçant. Tu as des gars qui arrivent, qui sont recrutés, qui passent devant lui. Il a, mine de rien, ses entrées à chaque fois, moi je l'avais pas trouvé nul, hein. On l'avait dit d'ailleurs, je me rappelle Fred, tu en avais parlé, qu'il était engagé, qu'il était investi, etc. Mais concrètement, il a pas eu le temps de jeu qu'a pu avoir un Lenny Joseph. Euh, voilà. Et est-ce que Lenny Joseph mérite autant de temps de jeu que Bamba? Moi, je suis pas d'accord. Je trouve que
le statut de Bamba, il n'est pas respecté en soi, et donc effectivement là, il n'est pas performant, mais tu lui donnes pas les moyens d'être performant quand tu lui donnes que des bouts de match comme ça pendant plusieurs semaines, et que des fois tu le fais pas jouer alors qu'il est décisif de match d'affilée. Bah moi je pense que le joueur il est potentiellement un peu perdu, et puis ça l'aide pas à avoir des repères, quoi. Non, mais on peut s'interroger de toute façon sur la gestion humaine de certains cas. Alors, c'est pas du tout le même profil parce que Baptiste Isola est un jeune du centre, etc. Il a largement le temps. Mais quand on voit qu'il est titulaire la semaine dernière et qu'il n'est pas du tout dans le groupe cette semaine, on peut aussi s'interroger voilà, sur la gestion humaine de certaines personnes. Surtout quand tu as un milieu qui était peuplé comme ça. Alors, on peut dire, là, on va se dire, oui, mais il y a Valls qui est arrivé, qui a pris hiérarchiquement la place, numériquement. Bon, effectivement. Mais... Alors justement, tu fais bien Kraft parce que c'est sur ce point-là que je voulais venir. Du coup, Isola, je pense que ça s'explique parce que Valls arrive en fait. Moi, ce qui me dérange en fait de ce choix-là, et je l'avais un peu dit avant le match et on l'avait dit en débrief la semaine dernière, tu veux pas faire jouer Bamba, à la limite, prends Geno ou prends Manu Pérez parce qu'on parle pas de Manu Pérez, mais il est apte physiquement, il joue avec la réserve. Moi, les échos que j'ai de Manu Pérez des entraînements, c'est qu'il est investi, qu'il est plutôt en forme, etc. Et tout. Après, je vais pas voir les entraînements, donc je précise bien que c'est des échos que j'ai et pas du visu personnel. Prends un attaquant en moins, prends Thio en moins, prends Bomba en moins, prends qui tu veux en moins, et prends un profil qui peut te permettre de faire souffler Rigaud, qui peut te permettre de remplacer Benet par quelqu'un d'autre que Nestor, où on voit que ça te crée, que ça te met en difficulté derrière. Aujourd'hui, Valls arrive, il remplace Isola en fait. C'est-à-dire que si tu as Rigaud qui se pète après 25 minutes de jeu, tu fais jouer qui concrètement? Tu fais jouer qui? Sékou Touré n'est pas là. D'ailleurs, c'est très drôle parce que Sékou Touré, j'ai l'impression qu'on comptait à moitié sur lui l'année passée. C'est devenu un pion essentiel. Alors moi, je suis très d'accord. Il a un profil qui est super intéressant, etc. On a quand même un coach qui a dit vivement que Sékou Touré revienne lors de la dernière conf de presse. Là, je vous assure qu'il y a quelques mois en arrière, on n'aurait jamais entendu qui que ce soit dire à Grenoble vivement que Sékou Touré revienne, en fait. Donc, mais il a enfin utilisé à son vrai poste aussi cette saison, Fred. Ouais, non, mais je pense aussi que c'est un joueur qui est étranger, qui parle pas français, qui a un temps d'adaptation sur un nouveau championnat. Arrêtons de vouloir des mecs aussi qui soient performants tout de suite. Sékou Touré, il a quoi, 23, 24 en plus? C'est quand même un jeune joueur. Et il faut parfois un peu de temps à des joueurs pour être à leur meilleur, pour exprimer pleinement, leur potentiel. Donc, je pense qu'on a entre guillemets le vrai Sékou Touré cette année et que l'année dernière ça a été un peu plus difficile avec un temps d'adaptation un peu plus lent que d'autres joueurs, mais mais pourquoi quand Sékou Touré n'est pas là on prend pas Isola ou on prend pas Geno ou on prend pas Manu Pérez? On a quand même d'autres mecs qui sont susceptibles de jouer en Ligue 2, qui sont moins forts que Dante Rigaud dans la hiérarchie, il n'y a pas de problème. Mais comme Krav l'a dit tout à l'heure, ou Thomas, je sais plus, on sent qu'on a quand même des joueurs qui ont besoin un peu de souffler à certains moments. Je trouve qu'au milieu du terrain, c'est particulièrement le cas, effectivement. Et aujourd'hui, on se prive en fait de ces joueurs-là pour au final ne même pas faire rentrer tous les attaquants qu'on a sur le banc. Donc, je ne comprends pas forcément toujours en fait ces choix-là, quoi. Fred, si tu veux pas Pérez, faire il faut qu'on arrête. Pérez, on sait très bien que ça ne le fait pas avec VH et que ça ne le fera jamais. Moi, je mais ça, je m'en fous. Persuadé qu'il va partir en janvier. Oui, mais il est entêté, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. VH est quelqu'un d'entêté. Il a ses têtes. Et de toute façon, Pérez, aujourd'hui, on peut le dire, il ne jouera plus sous le maillot du GF38 en Ligue 2. Je pense, comme toi, qu'il ne jouera plus en sauf hécatombe parce que de toute façon, on a recruté. Par contre, à un moment donné, il faut mettre les égos de côté. Il y a un dirigeant, un président qui paye les salaires. Si tu veux pas faire ton travail correctement, tu dis, monsieur le président, j'aime pas ce joueur, j'ai plus envie de coacher Grenoble et tu t'en vas, en fait. Les égos, c'est les joueurs, mais c'est les coachs aussi. Si le mec est bon, fait les efforts qu'il faut pour être titulaire. Encore une fois, je suis pas dans le groupe, donc je dis pas que c'est ce qui se passe vraiment. Mais si le mec est bon, fait les efforts, etc., et plus blessé, etc., pourquoi s'en priver, en fait? L'objectif de l'employé, c'est de faire son travail le mieux possible. C'est pas de dire, lui, je l'aime pas trop, il va pas bosser. Toi, t'es manager, Kevin. Si t'aimes pas un mec, tu vas pas pour autant le mettre de côté, quoi. Tu vas essayer peut-être au contraire de rabibocher les choses, de voir qui c'est qui bosse le mieux, à quel poste, etc. Ça fait partie du boulot de manager aussi, de manager. Absolument. Donc cette excuse, il aime pas Manu Pérez, moi c'est pas une excuse, je m'en fous en fait. Qu'il aime pas, c'est pas la question en fait. Tu fais ton boulot du mieux possible avec les options que tu as à disposition. Après, tes problèmes personnels, t'essayes de les régler au mieux, de mettre un pot d'eau dans ton vin, d'aller parler aux joueurs si ça passe moins bien, aux joueurs aussi de faire des efforts, bien évidemment. Mais ça peut pas être un argument définitif en mode lui je l'aime pas, il joue pas, quoi. Ça, c'est inconcevable pour moi. Merci pour la transition. On va partir du coup sur Théo Valls, le chaînon manquant. Théo Valls, c'est un joueur qu'on n'attendait pas forcément de suite, qui était sans club depuis cet été. On en avait parlé lors du dernier podcast. On pensait qu'il allait mettre plusieurs semaines à s'adapter et à retrouver le rythme.
Écoutez, preuve du contraire qu'il s'est bien entraîné aussi de son côté et qu'il est déjà en forme. Donc il a déjà eu le droit à quelques minutes contre Ajaccio. Qu'est-ce que vous pensez qu'il peut apporter du coup rapidement à cette équipe, enfin faire souffler le milieu de terrain? Est-ce que vous le voyez dans la peau d'un titulaire, dans la peau de quelqu'un qui va faire tourner sur un poste par exemple comme Rigaud, comme Béné? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous c'est le chaînon manquant en fait à l'équilibre de cette équipe pour retrouver l'équilibre du début de saison? Est-ce qu'il est prêt déjà? Moi, j'en suis pas sûr en fait. Il rentre parce qu'il y a 3-0, on est à la 71e minute, et puis comme on vient de le préciser juste à l'instant, t'as pas d'autre alternative, sachant que tu l'as pris dans le groupe. Je suis persuadé qu'il est prêt. Je suis persuadé qu'il est prêt, sinon il ne le prend pas. Il y a Isola. Isola, il peut très bien reprendre Isola qui était titulaire la semaine dernière. Ouais, Pour moi, s'il le fait jouer, c'est qu'il est prêt. écoute, il faut le souhaiter. Maintenant, moi, je le connais pas ce joueur spécifiquement, je l'ai jamais vu jouer, donc de ce que j'en ai entendu parler, de ce que j'en ai vu, on le vend un peu comme un Eddy Sylvestre, un bis un peu. Donc je peux me tromper totalement, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Gabarit. Plus un Jesse Bene, Crave. Plus un numéro 8 à la Jesse Bene plutôt qu'un Ouais. Sylvestre qui peut jouer quand même plus haut. Ouais. Plus un Bene. Ok. Écoute, tant mieux. Maintenant, moi, je pense quand même qu'il faut que, en ce moment, Rigaud, il souffle un peu quand même. Donc ça, si tu veux, ça solutionne pas ce problème tant que Sékou Touré ne revient pas. Tu prends pas non plus Jacob Génaud qui jouait avant. Là, je sais pas pourquoi cette année il l'a fait jouer, mais pendant la prépa, c'est pareil, il le faisait jouer sur les côtés. Mais voilà, tu prends pas Manu Pérez. Je veux juste rebondir sur ce que disait Fred juste avant. Le signal pour Manu Pérez comme quoi c'est mort, c'est simple. C'est-à-dire la semaine dernière, tu prends Baptiste Isola, tu prends pas Manu Pérez. Tu vois ce que je veux dire? C'est à partir du moment où tu fais ça, c'est que le message il est clair. Je pense. Hein. Fred, si tu veux parler un peu Théo Valls, toi? Alors moi je dirais pas chaînon manquant parce que comme Crave je pense que le chaînon manquant c'est le remplaçant de Rigaud et que c'est pas le remplaçant naturel de Rigaud pour moi vu son profil Théo Valls. Par contre je dirais plus-value très clairement. On sait que la saison est longue, on sait que c'est bien de faire souffler les mecs. Je te rejoins sur le côté Bonnet, ça m'a l'air d'être un peu un Bonnet bis, ce qui est une très grosse qualité dans ma bouche quand je dis ça. Et je trouve déjà que, alors moi j'étais un peu dubitatif sur le fait de le prendre dans le groupe. Il y avait un peu la jurisprudence Mendy l'année dernière qu'on avait rapidement fait jouer, qui s'était vite blessé aussi. Et voilà, je préfère qu'on prenne un peu du temps avec des mecs qui n'ont pas joué quand même depuis avril. Lui, son dernier match c'était fin avril, donc ça faisait un petit moment. Mais je pense qu'il peut vraiment apporter à l'équipe techniquement parlant. C'est pas un gros gabarit, mais il a l'air plutôt assez batailleur. Et puis comme je le disais tout à l'heure sur son entrée, c'est super propre, quoi. Ça joue vers l'avant et la qualité technique a l'air au rendez-vous. Donc je pense pas qu'il ait de problème d'intégration. Gaëtan Paquiez avait l'air de dire que c'était vraiment un très bon mec aussi. Puis il n'y a pas la barrière de la langue, il connaît bien le championnat. Enfin, pas de souci à ce niveau-là. Donc vraie plus-value. Pour moi, c'est signe des ambitions du GF38 aussi. C'est un type, un profil de joueur qu'on n'arrivait pas à faire il y a encore quelques mois, quelques saisons en arrière. Par contre, chez non manquant, non. C'est pas ça. Il manque pour moi aujourd'hui un 6 un peu plus physique peut-être, avoir un remplaçant à Tchatchet qui va être absent longtemps pour avoir un effectif vraiment le plus complet possible, même si l'effectif actuel est quand même déjà bien complet. Merci à vous. Alors, je vais faire un petit point de chat. Alors, Yannick qui nous dit mon frère suspendu à Amiens, donc ça sera Nestor Diarra dans l'axe, logiquement. Je suis entièrement d'accord. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution, hormis peut-être remettre Paquiez, mais ça sera ça. Mathis qui nous dit salut à tous, je suis d'accord avec Crave. Suède qui nous dit hello l'équipe, tous ensemble pour Grenoble. Matt qui nous dit le problème c'est que l'humain n'est pas la première qualité de VH, on est loin de diverger sur ce point, c'est vrai, ça on a parlé, VH à ses têtes. Et Yannick qui dit trop fort Fred, t'as tout compris Yannick, si je sais que tu voulais peut-être poser une question, si tu veux la poser soit à l'écrit, soit à l'oral, t'hésites pas, tu viens, les autres aussi, si vous voulez participer, vous demandez la parole, je vous la donne, il n'y a aucun problème là-dessus. Messieurs, on va peut-être faire un petit bilan pour finir. Vas-y. Kev, est-ce qu'on peut te poser les questions à toi, peut-être aussi, Kev, parce que tu peux, au-delà d'animer avec brio l'émission, nous donner ton avis. Est-ce que pour toi, en plus, je pense que tu l'as vu jouer plus que nous, Théo Valls, est-ce que pour toi, c'est le chaînon manquant de ce GF38-là? Moi, quand je te parlais de chaînon manquant, c'était pour moi retrouver l'équilibre. Et je pense qu'en l'absence de Sékou Touré, s'il a du mal en tout cas à revenir, pour moi, il peut rééquilibrer l'équipe, par exemple, à la place d'un Sylvestre, où on peut avoir un Rigaud, Béné et Théo Valls au milieu.
Et ce trio-là, pour moi, peut rééquilibrer l'équipe et peut faire énormément de bien, en fait. Sylvestre rate un peu ses matchs au milieu de terrain. Moi, pour moi, je le vois plus aujourd'hui comme un milieu droit, ailier droit. Et Sbaï en 10, malheureusement, ça déséquilibre un peu trop l'équipe. Donc pour moi, oui, ça peut rééquilibrer l'équipe. Maintenant, je suis d'accord avec toi qu'il manque un remplaçant naturel à Dante Rigo. J'espère que ça sera comblé au mercato d'hiver. Je pense et je crois avoir vu que le club était sur un défenseur central pour pallier à la longue absence de Tchapchet. J'espère aussi qu'ils auront la bonne idée d'aller chercher un 6. On sait qu'il va aussi y avoir des départs en prêt, peut-être Bamba. Donc ça risque de bouger aussi là, pendant le mercato d'hiver et réajuster un peu cet effectif pour avoir les ambitions qu'aujourd'hui le club veut avoir, c'est-à-dire aller chercher les 5 premières places. Donc, ouais, moi aussi, je suis comme toi, je parle pas forcément de chaînon manquant, mais plus de plus-value. Pour moi, ça peut vraiment apporter une plus-value à l'équipe et rééquilibrer en fait ce milieu de terrain que je trouve un peu déséquilibré quand on met Sylvestre ou Sbaï. Touré sur le retour, hein. Alors je sais pas si ce sera dès le match à Amiens, mais là il est en reprise, donc on devrait vite le revoir sur le terrain. Et effectivement, je suis d'accord avec vous. Son profil aujourd'hui manque peut-être aussi un peu sur le côté un peu dynamiteur et volume au milieu de terrain, ça fera du bien. Ouais, clairement, c'est clair. Messieurs, on est à 13 matchs sur 38. On a donc dépassé le tiers du championnat. Le GF 38 est actuellement 5e de Ligue 2 avec 5 victoires, 6 nuls, 2 défaites, 16 buts encaissés pour 13 buts, 16 buts marqués pour 13 buts encaissés. Donc on est très très loin aujourd'hui d'être dans les top défenses après avoir été la meilleure défense d'Europe. Qu'est-ce que vous pensez de ce premier tiers du championnat? Est-ce que pour vous c'est une réussite? Est-ce que pour vous ça finit un peu mi-figue mi-raisin vu la série du moment? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous on peut garder ces ambitions-là, les nouvelles ambitions, j'ai envie de dire, d'aller chercher les 5 premières places? Crave, si tu veux commencer. Allez, j'ai teasé un petit peu tout à l'heure. Écoute, on est 5e. Devant nous, il y a, mis à part Laval, il y a Angers, Saint-Étienne, Auxerre. Pour moi, c'est plus fort sur le papier. Et derrière nous, il y a des équipes comme Bordeaux qui sont à la ramasse, Caen, Amiens aussi, que je trouve sur le papier est intéressant. Et nous, on est 5e, on est barragiste. Je signe. Je pense qu'au début de la saison, quand vous avez fait les vidéos justement, voir où c'est qu'on pouvait se situer, on pouvait viser barragiste, on y est. Alors on est à la limite, c'est très serré, mais on a aussi joué des grosses équipes au début du championnat. Bizarrement, on bute un petit peu sur des équipes prétendument plus faibles, mais pour moi on est à notre place. Voilà. Alors avec un effet un peu particulier, où on a été invincible pendant très longtemps et avec énormément de réussite. Et puis là, ça s'équilibre un petit peu, mais voilà, je pense que les derniers matchs là, ils doivent pas du tout éliminer tout ce qu'il y a eu avant. 5e, enfin, je trouve que ça serait un peu, comment dire, un peu excessif si on disait présomptueux si on se disait qu'on est supérieur à Auxerre ou Saint-Étienne, voire Angers sur le papier. Donc je trouve qu'on est vraiment bien là, on est dans les clous. On est un petit peu voilà, un peu outsider là, ça nous va bien et je pense que c'est pas plus mal finalement. Au moins ça permet de maintenir l'équipe motivée et voilà, on est qu'à 5 points de danger par exemple, donc l'écart il est pas encore excessif quoi. Pardon, j'avais pas remis le micro. Donc pour toi, au final, après ce premier tiers du championnat, toi, tu es plus comment? Tu es dans quelle optique? Tu es dans l'optique de se dire on est à notre place, dans l'optique de se dire c'est quand même flatteur et c'est bien d'être là où on en est aujourd'hui, ou tu es déçu par rapport à la série actuelle? Alors, comme je viens de te le dire, par rapport, si tu regardes les équipes, 5e c'est flatteur, on pourrait peut-être prétendre qu'il y ait d'autres équipes devant nous, Bordeaux, Caen, en termes de budget, en termes d'effectifs. Pas que les noms, Crave. Exactement, mais en termes d'effectifs aussi, et de budget, enfin, il y a pas mal de paramètres. Donc, je trouve qu'on est bien. 5e, on est bien en place. Voilà, moi, je suis content du début de saison. Voilà, on peut pas tout gagner, c'est sûr. Moi, comme j'ai dit, là, ce qui m'a plus dérangé, c'est la manière un peu là où j'ai trouvé que, comme disait Thomas, là sur les 3 derniers matchs, on a été un peu dans le déclin à chaque fois, un peu plus, et là, à Ajaccio, ça a été vraiment
catastrophique, j'ai trouvé. Mais bon, Ajaccio, ils sont juste derrière nous, hein, ils sont 6e. Mais voilà, je suis plutôt optimiste. Je pense que l'équipe elle va se reprendre, elle va reprendre un peu ses esprits. Là, on va sortir un peu de tout ce délire meilleure défense, invaincu, tout ça, tout ça. Ça va peut-être un peu, je pense pas qu'ils aient pris le melon, mais ça va un petit peu remettre un peu d'humilité dans le groupe. Et je pense que on va faire la suite de la saison va être sérieuse. Après, bah voilà, hein, il y a 19 autres équipes, donc faudra être plus régulier que les autres si on veut se maintenir là. Alors, Mais pour moi, on est à notre place. Vas-y. Ouais, on est à notre place pour toi. Ok. Pour rebondir un peu sur ce que tu dis, on disait déjà quand on va prendre le premier but, ça va faire du bien, ça va nous désinhiber, etc. On va arrêter avec ça. Ensuite, il va y avoir la première défaite, ça va nous faire du bien, on va remettre les pieds sur terre et puis on va enchaîner derrière. Bah là, on voit qu'on n'enchaîne pas du tout, que la défaite à Pau nous a fait très mal et derrière, on enchaîne notre plus grosse défaite de la saison. Donc, c'est pas non plus que positif en fait de retomber un peu sur terre des fois. Moi, je pense que la trêve peut faire du bien. La trêve qui va arriver après le match d'Amiens peut faire du bien pour remettre les têtes à l'endroit, pour faire souffler aussi certains joueurs et repartir ensuite fort pour la deuxième partie de saison. Fred, qu'est-ce que tu en penses, toi? Bon, on a un peu été dans le négatif. J'ai quand même envie de rappeler que depuis le début de la saison, 10 ou 11 matchs sur 13, c'est quand même total régal, qu'on prend beaucoup de plaisir, soit au stade, soit devant la télé, qu'on a des joueurs plaisir au sein de l'effectif, qu'on voit des buts, qu'on voit des retournements de situation, qu'on voit des arbitres mauvais chaque week-end qui nous font pester. Franchement, cette saison du GF38, si on a le droit à, peu importe le classement final, peu importe le nombre de points, si on a le droit au même 2 tiers suivants que ce premier tiers, je dis bravo et je dis merci personnellement. Ça, c'est important de le rappeler. On est quand même très gâté. J'entends que l'ambition vient en mangeant, que l'appétit vient en mangeant. On est quand même très gâté depuis le début de la saison et il ne faut pas que les 2 dernières défaites remettent en question tout ce qu'on a pu voir de positif depuis le début de la saison. Même si effectivement ces dernières semaines c'est un peu plus compliqué, c'est quand même important de le rappeler. Après, sur le côté Ajaccio, il y a un point que je voulais aborder tout à l'heure. Je crois que c'est le match contre le Paris FC, dites-moi si je me trompe. On a une énorme bourde d'Adrien Monfray à 0-0. Et Amel, alors soit c'est Maubleu qui sort une parade, soit c'est Poto, je ne me rappelle plus, désolé. Donc c'est Maubleu. Attention de ne pas réécrire les histoires par rapport au résultat final des matchs, en fait. Tu vois ce que je veux dire, Kev, en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression que là, c'est tout noir, alors que quand on battait le Paris FC, c'était tout blanc. C'est toujours un peu plus compliqué que ça, en fait, pour moi. Et au final, t'es quand même très dépendant des faits de match, quoi. Si Amel marque ce jour-là, tout le monde va tomber sur Monfray, alors que c'est ton meilleur joueur, ton meilleur défenseur, en tout cas depuis le début de la saison, en disant ouais, il a fait une bourde incroyable, etc. Et tout, c'est pas bien, il est nul, il est cramé, il est ce que tu veux. Et au final, pourtant, ce match-là, tu vas le gagner au final, tu le gagnes, tu enchaînes après Saint-Etienne et tu lances ta série un peu positive, etc. Voilà, enfin, c'est pour ça que quand j'ai retweeté le lien de ton space, je disais, gardons un peu de nuance. Il faut pas tout cramer, il faut pas tout embellir quand on gagne, il faut pas tout cramer quand on perd. Je pense que la vérité, elle est souvent un peu entre les deux. Et aujourd'hui, je suis pas non plus inquiet par rapport à ça, en fait. Parce que peut-être que le prochain match contre Amiens, eux, ils vont toucher le poteau et que toi, sur le compte, tu vas marquer un but CSC d'un Amiénois. Voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer, ça va te relancer, du coup, tu vas reprendre confiance et tu vas gagner 3-0. Donc tu vas peut-être en prendre 4 et là on pourra vraiment faire la grimace derrière. Mais globalement, pour l'instant, je suis quand même satisfait de cette saison. Je pense moi je pense par contre qu'on doit ambitionner, si ce n'est le top 5, au moins de jouer le top 5. Ça, je le dis depuis l'été dernier, c'est-à-dire qu'il faut qu'à la 37e, à la 38e journée, on ait encore quelque chose à jouer en fait au GF38. On a un nouveau centre d'entraînement. On en a un peu parlé tout à l'heure, mais voilà, il va falloir arrêter de nous dire maintenant que c'est difficile de faire des trajets en minibus, il n'y en a plus. On a un effectif qui était de grosse qualité, je trouve, et qu'on a encore renforcé avec l'arrivée de Théo Valls, et qu'on va encore renforcer certainement cet hiver. À un moment donné, l'excuse du budget, l'excuse de la masse salariale, qui sont des vraies excuses, hein, on a moins de budget que Saint-Etienne, etc. Quand je vois l'effectif du GF38, moi, j'y accorde plus d'importance, en fait. Aujourd'hui, Saint-Etienne, quand ils ont Diarra qui est blessé, c'est le petit Rivera qui joue, en fait. Nous, aujourd'hui, si on a Sbaï qui est blessé, c'est Bamba qui va jouer. Si c'est pas Bamba, bah, ça sera Thio. Si c'est pas Thio, bah, c'est pas grave, on mettra Joseph à gauche, on fera jouer Sylvestre à droite, en fait. On a quand même un effectif aujourd'hui, sans même parler du style de jeu, je trouve qu'on joue mieux que Saint-Etienne, mais comme un effectif qui me semble être en mesure de rivaliser avec beaucoup d'effectifs de Ligue 2, et en tout cas avec les équipes qui ambitionneront le top 5 en fin de saison. Donc pour moi, l'objectif, il doit être clair, net et précis, en regardant où en fait. Et si on termine 11e en étant à la 32e journée trop loin du top 5, ça sera un gros échec pour moi, très sincèrement.
Je pense qu'on peut et qu'on doit faire beaucoup mieux que ça cette année vu la qualité de l'effectif et des joueurs. Ça coïncide en fait ce que tu dis avec la réussite qu'on parlait du début de saison. Au début de saison, bah, y a Maubleu qui sort le péno, il y a des poteaux, il y a un but qui est valable où on siffle hors jeu pour le GF. Et tout ça, en fait, ça peut te conditionner ta saison. Tu as tout à fait raison. Et intéressant, pardon Kevin. Alors j'ai pas vu tous les matchs de Laval, mais sur les matchs de Laval que j'ai vu Laval-Saint-Etienne notamment. J'ai le sentiment que quand Laval ils prennent un but contre Saint-Etienne, c'est terminé en fait. C'est-à-dire que le match il est plié. Tu sens en fait que Laval ils sont sur régime, qui gagnent souvent 1-0, etc. Ils ont montré ce week-end qu'ils pouvaient gagner 3-1 à Annecy, hein, donc c'est pas une vérité absolue. Mais tu sens quand même qu'il y a une petite limite. Avec le GF38, à 2-0 à la mi-temps, dans un coin de ma tête, j'étais encore en train de me dire, on va renverser le match en fait. Quand Valenciennes menait 3-2, dans un coin de ma tête, je me suis dit on va le gagner 4-3. Au-delà de la réussite, je pense qu'on est capable de la provoquer en fait cette réussite-là parce que tout simplement on a un potentiel qui s'exprime pardon pas encore forcément à chaque fois pleinement, mais on a un potentiel de dingue quand même en nombre de créations d'occasions. Alors je suis d'accord sur le fait qu'on en a eu un peu moins contre Ajaccio, mais on peut vraiment terminer ce match avec un but, deux buts ou trois buts. Hein. Si on revient à un moment donné à 2-1 avant le troisième but sur hors-jeu, je suis persuadé qu'on leur fait très très mal derrière en fait. Par contre, Fred, il faut mettre 4 buts par match pour gagner les matchs, ça va être compliqué. On est d'accord. On est d'accord. Ah, mais à un moment donné, il faudra retrouver un équilibre défensif. Mais tu sais que si tu prends un but, l'année dernière, tu en prenais un, tu savais que tu n'allais pas gagner le match, en fait. Très sincèrement, au mieux, tu faisais un partout, tu allais chercher le match nul, etc. Cette année, et notamment au Stade des Alpes avec le public qui pousse derrière, tu sais que si tu es mené 1-0 en début de match, tu as le potentiel, en fait, pour en mettre deux derrière. Tu le sais. Je pense que les joueurs en ont conscience. Je pense que le public en a conscience, vu comment ils continuent à pousser, même à 2-0 samedi dernier. Je pense que les adversaires en ont conscience aussi, en fait, de ça aujourd'hui. Donc, tu peux aussi te sortir de cet aspect réussite, qui sera toujours important, mais tu peux aller la chercher, cette réussite-là. Comme Saint-Etienne à domicile, tu sais que si tu mènes 1-0, bah faut éviter d'avoir des occasions dans la surface parce que derrière eux ils vont pousser et qu'à un moment donné l'arbitre il va siffler quoi. Nous ça sera pas sur du penalty, mais tu sens que qui c'est qui égalise contre Valenciennes, c'est Sbaye, hein, c'est ça sur la frappe de. Ouais, c'est Sbaye. Ouais. Tu sens que tu as ce potentiel-là, en fait. Et même à 3-0, je me disais, alors un tout petit peu, on va pas exagérer, même à 3-0, je me disais, si tu marques à la 65e, ça fait 3-1, il reste 25 minutes, on sait pas. Tu vois, ça, les autres années, et l'année dernière notamment, si tu perds ce match, je suis pas d'accord. Sur ce match, j'ai pas senti le sentiment de révolte. Moi, c'est ça qui m'inquiétait en fait et que j'ai pas retrouvé, comme tu l'as bien expliqué juste avant. Effectivement, on se fait vraiment plaisir, même s'il y a eu des matchs nuls. J'ai souvenir alors je sais plus quel match. On fait match nul et au Stade des Alpes là, et tout le monde est sorti ravi en fait du stade. Il y a eu 3, je pense. Contre 3 où on fait 0-0 et où on a même tu vas chercher l'égalisation à la fin en fait. Ouais, contre l'ancienne, ouais, voilà. Et tu vois, là, franchement, ce match contre Ajaccio, j'ai pas senti de vent de révolte. C'est plus ça qui m'inquiétait. Moi, à la limite, je m'en fous un peu du résultat face à Amiens. Je veux juste retrouver un peu l'allant et un peu l'enthousiasme qu'on avait les matchs précédents. Et je trouve que depuis la Pau et Ajaccio, là, ça a été vraiment le summum. Ben, on le perd un peu cet allant, quoi. Parce que tu marques pas. Si Joseph il marque sur son enchaînement là que le gardien détourne de justesse en corner, tu reviens à 3-1, je peux t'assurer que la Ouest ça va exploser et que ça va pousser derrière et que là tu vas pouvoir pousser. C'est sûr qu'il y a 3-0 à partir du moment où tu n'arrives pas à mettre le premier qui va un peu te débloquer et te relancer. Derrière, plus les minutes passent, plus tu te doutes bien que tu vas pas mettre 3 buts à Ajaccio en fait. Donc c'est compliqué, mais l'étincelle elle peut arriver finalement assez rapidement cette année. On l'a vu contre Valenciennes. Hein. Après le 3-3, tu égalises pourtant tardivement, tu as encore une ou deux occasions de mettre le quatrième. Tu as aussi l'occasion d'en prendre un quatrième, on est d'accord, mais tu arrives à te créer, même quand tu es déjà dans le temps additionnel, des opportunités pour marquer plus de buts. Quoi. Le public aide beaucoup, hein, d'ailleurs, au passage, encore une fois, il y a eu plutôt du monde pour un match où la météo n'était pas forcément incroyable et l'adversaire très prestigieux. On est quand même sur des choses intéressantes. L'équipe qui descend Ligue 1 quand même, Fred. Ouais, mais Ajaccio, tu sais très bien que ça va pas te remplir ton stade. Il n'y a pas de joueurs stars. Voilà, c'est pas Bordeaux, c'est pas Saint-Étienne, c'est pas Dijon à 1 degré moindre. Et la météo était vraiment pas bonne. Après, par rapport à l'affluence, il y a toujours le côté les abonnés qui viennent pas, etc. Moi, le stade m'a semblé un peu plus vide que l'annonce des 5279. Il n'empêche que 5279, c'est plus que ce que tu as fait contre Bastia il y a un mois et demi, en fait. Il y a quand même quelques gens, je pense, que tu as réussi à séduire sur les derniers matchs, qu'il ne faudrait pas perdre en cours de route.
Mais je trouve malgré tout que globalement, la dynamique cette année en termes d'affluence, elle est quand même plutôt intéressante jusque-là. On va voir si ça va survivre à l'hiver aux résultats un peu moins bons, mais pour l'instant, c'est quand même plutôt sympathique. Krav, je sais pas si tu étais au match contre Valenciennes, mais très clairement, le public dans le 3-3, il a son rôle. Oh, Et oui, moi c'était alors, moi je suis en tribune, j'étais en tribune nord, mais oui, franchement, effectivement, c'était, enfin, la fin de match, alors, il y avait un sentiment mitigé, c'est-à-dire qu'on était à la fois hyper content et en même temps, il y avait énormément de frustration parce que tu dois gagner ce match. Mais on a poussé, ça a poussé fort. Vraiment, c'était, enfin, on sentait l'impact. Moi qui vais en nord, juste parce que je trouve qu'on voit mieux en nord, en fait, tout simplement. Non, Kraft, Euh... t'as pas le droit, t'as pas le droit. Ouais, je suis désolé, je suis un vieux. Enfin non, je suis jeune, mais j'ai un peu cet esprit vieux con entre guillemets. Je trouve qu'on voit mieux en Nord, mais on sent que la Nord c'est plus vivant que ce que j'ai pu connaître. Donc ça, c'est moins silencieux, c'est moins passif. Et puis c'était contre Valenciennes, c'était bien peuplé. Hein. Il me semble que c'était la journée des étudiants, non? C'est ça? Il me semble que c'était la journée des étudiants. Le stade était bien rempli. Ouais, il y avait plus de 6000 personnes, hein, donc il y avait du monde. Après, il y avait aussi les amis du Red Star qui ont, alors, je sais pas combien ils étaient, mais qui ont Exactement. rajouté quelques dizaines et qui ont contribué bien évidemment à l'ambiance. Mais je pense que ça, dans la saison aussi, ça peut être un vrai point important à un moment donné. Et c'est aussi pour ça que c'est important d'avoir quelque chose à jouer quand il fera de nouveau beau à Grenoble. On l'espère le plus vite possible. Parce que si même si t'es septième ou huitième, mais que t'es qu'à 3-4 points de la cinquième place, sur les matchs de mars-avril, tu vas faire du monde en fait au Stade des Alpes. Parce que tu vas pouvoir communiquer justement sur le côté venez aider l'équipe, on peut discuter les barrages. En plus, je pense que tu vas jouer Saint-Etienne dans ces eaux-là. Tu vois, il y a un truc en fait aussi qui fait que même si jamais tu ne faisais pas les barrages, tu as peut-être une opération séduction un peu à continuer cette année et que c'est une bonne année pour ça vu le style de l'équipe et les joueurs qu'on a aussi sur le terrain parce que les mecs qui vont venir voir Sbaï et Bamba ou et d'autres faire des roulettes, faire des passements de jambes, marquer des buts, etc. Ces mecs-là, peut-être que tu arriveras à les fidéliser sur un peu plus que sur le match de Saint-Etienne, par exemple. Je pense que ça doit être un objectif du club, ça aussi, cette année, au-delà des barrages, au-delà de la question de plaisir, parce que le club, il va se construire avec le centre de formation, bien sûr, mais il va aussi falloir remplir ce stade des Alpes un peu plus que du quart, parce qu'en gros, on est sur 5000 de moyenne ces dernières saisons, un peu plus que ça pour les années qui viennent, parce que ça sera un facteur important de toute façon pour aller chercher un peu mieux que la Ligue 2 aussi, je pense. Ça, c'est un sujet qui est sur la table depuis un gros moment et je pense que le club a essayé certaines choses, mais ça a encore beaucoup de mal à prendre. Et ce qu'on disait aussi, le fait d'avoir raté beaucoup de gros matchs à la maison qui auraient pu nous être bénéfiques, bah, ça n'a pas aidé. Cette année, on a quand même réussi Bordeaux, on est sur une bonne saison. Voilà, j'espère que l'affluence va augmenter, mais c'est vrai que ça a du mal à prendre quand même à Grenoble quand on voit certains clubs comme Caen ou quoi qui, eux, arrivent à remplir leur stade. Alors, si je peux me permettre, parce que toi, Fred, tu es en tribune presse, donc je sais pas si tu as accès à tout le stade. Moi, vu que je vais en Nord, il y a pas mal de familles. Franchement, je dois quand même saluer l'effort parce qu'ils font beaucoup d'animations pour les enfants, notamment dans les travées. Il y a pas mal d'animations, de petits jeux. Enfin, on voit qu'il y a un vrai effort qui est fait pour fidéliser les familles. En fait, ils essayent vraiment de toucher les familles, ça se voit. Et les étudiants aussi. Donc là, je crois qu'il y avait eu l'opération étudiant avec les places à 6 euros, la bière gratos. Là, bah, malheureusement, j'ai pas pu aller au match, mais pour Valenciennes, c'était la soirée, c'était le match Halloween. Enfin, il y a vraiment des efforts qui sont faits avec pas mal d'animations dans les travées. Donc, je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a peut-être un peu plus de passion en Nord, si on peut dire ça comme ça, parce que c'est assez jeune finalement le public en Nord. Là, autour de moi, c'est beaucoup des familles entières qui viennent avec les enfants qui sont un peu à fond. Donc, c'est moins les retraités, quoi. C'est une très bonne chose d'amener du monde au stade, mais si vous êtes les parents pourront peut-être confirmer. Ouais, mais alors Kev, c'est peut-être ce que tu allais dire, les parents pourront peut-être confirmer, mais les animations font venir au stade. Par contre, si tu fais revenir au stade et si tu veux que le gamin soit à fond dans le truc, bah il faut que sur le terrain on lui vende du rêve en fait. Ah oui, non, c'est sûr. Et les mecs comme Touraine, tu vois, qui viennent haranguer, Touraine, il a l'air adoré des plus jeunes en plus, qui viennent haranguer la Nord, etc.
Ça, je pense que c'est en termes d'opération commerciale, c'est magnifique en fait quand les mecs ils viennent chercher en fait aussi le public. Et je suis d'accord avec toi, Krav, sur ce que tu disais il y a quelques instants. J'ai rarement vu la Nord aussi ambiancée que cette saison. La Ouest, on les connaît, hein, même en CFA2, ça mettait le feu de toute façon. Enfin, c'était pas en Ouest à l'époque, mais ça mettait le feu, peu importe la division. J'ai l'impression qu'en Nord, effectivement, c'est un peu plus jeune, donc ça aide peut-être aussi un peu plus de dynamisme. Mais sur le match de Valenciennes, typiquement, ou sur le match contre Bordeaux, j'ai rarement entendu une Nord aussi bruyante en fait sur la durée du match, quoi. Ça fait plaisir quand même d'avoir un stade un peu plus complet en fait derrière. Ça fait plaisir aux joueurs, ça fait plaisir à la presse. J'imagine que ça fait plaisir aux spectateurs eux-mêmes. Et par contre, là, pas d'accord avec elle. Je pense que des gens qui veulent aller en Nord, faut qu'ils aillent en Nord en fait. Il n'y a pas qu'une façon de bien voir les matchs. Et au contraire, si on peut avoir des gens qui mettent de l'ambiance aussi en or, bah, ça permettra d'avoir, comme je le disais à l'instant, une ambiance un peu plus complète que de mettre tous les mecs bruyants en tribune ouest. En fait, il y en a déjà beaucoup. Donc un peu plus rééquilibré aussi l'ambiance, c'est peut-être pas forcément une mauvaise idée. Ouais, j'ai été abonné longtemps quand j'étais étudiant en Ouest et ouais bon maintenant que je peux me permettre d'aller en Nord, je vais en Nord, mais ouais, effectivement il y a pas mal de gens qui ont de la passion. Ah, petite anecdote, j'ai vu contre Valenciennes, il y avait dans les tribunes juste derrière moi, il y avait Cherki. Il me semble avoir bien vu Malek Cherki. Bon, voilà, c'est une petite anecdote comme ça. Ouais, C'est sympa. il vient souvent voir les matchs Malek Chergui, effectivement. Messieurs, on va faire un petit point de chat avec Yannick qui nous a posé sa question. Du coup, il a dit, si je fais la question à l'écrit, dans les 18, mettons Touré, Pérez, Isola à la place de Joseph, Sylvestre et Bamba qui n'a plus trop l'envie et le statut comme vous l'avez très justement souligné. Alors là, je pense Yannick, en fait, tu es en train de partir d'un tout au tout en fait. Où Fred Il dit y a un qu'on a milieu, trop... il y a un Voilà, milieu de trop là pour voilà, moi je pense sur. qu'il faut quand même rééquilibrer les choses. Et là, en fait, si tu enlèves Joseph, Sylvestre et Bamba, bah, tu n'as plus personne sur le banc en attaquant. Et tu vas mettre Touré, bon, déjà qui est blessé actuellement, Pérez qui n'a pas joué un match avec l'équipe première depuis je ne sais pas combien de mois. Et Isola, ça je suis d'accord avec toi. Isola aurait très bien pu être dans le groupe, par contre, à la place d'un des offensifs. Là, je suis d'accord avec toi. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus tout déséquilibrer et repartir dans avoir 8 défenseurs, 5 milieux sur le banc et un seul attaquant. Je pense que c'est D'autant, Kev, vraiment... on n'a pas dit tout à l'heure, mais enfin toi tu l'as dit en l'occurrence, mais Sylvestre, au final, tu sais que tu peux le faire jouer ailier droit en fait. Donc ça veut dire que Absolument. ton seul milieu sur le banc, c'est un mec qui peut jouer ailier droit. Donc c'était le cas à Pau en fait. C'était le seul milieu de terrain qui était présent sur le banc. Donc prends un mec en moins devant finalement. S'il y a un problème et que tu dois changer tes trois devant, Eddie Sylvestre, il avait été très bon ailier droit à Saint-Etienne, je crois. Je sais pas s'il a joué d'autres matchs sur ce poste-là, mais tu sais qu'il peut être performant sur ce poste-là en tout cas. Et d'autres questions de Lionel qui nous dit à quoi sert le renforcement de l'effectif si Oignon fait des siennes. Je pense que Oignon quand même a son avis maintenant sur le recrutement et quand il recrute des joueurs, c'est quand même le mec enfin, je vois pas le club en tout cas recruter sans l'avis d'Oignon. Donc voilà, Pérez était là avant lui, donc il a ses têtes, mais je vois plus aujourd'hui de problématique en tout cas sur les joueurs que Oignon a recrutés. Très belle transition du coup pour la dernière question. Après on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites au mercato d'hiver pour renforcer l'effectif? Qui s'en va définitivement? Qui s'en va en prêt, a besoin de temps de jeu? Sur quel poste vous recrutez? Qu'est-ce qu'on fait pour réaliser nos objectifs et viser le top 5? Qui Bah moi, commence? déjà, je prends un défenseur si Chapchet, comme ça a l'air d'être le cas, ne revient pas d'ici la fin de la saison. Parce que bah là, ça devient le seul poste qui est pas doublé en fait actuellement, concrètement. À moins de faire du bricolage, comme tu le disais, de mettre Paquez, de mettre Manu Pérez qui a déjà dépanné en défense centrale, etc. Typiquement, samedi, donc mon frère est suspendu. Admettons que Diarra ou Nestor soient malades. On fait comment en fait? Voilà, on est déjà dans la difficulté en fait à ce niveau-là, à moins de mettre un jeune de la réserve, mais c'est un poste où c'est un peu compliqué de lancer un jeune aussi, surtout vu l'état défensif actuel. Donc déjà, pour moi, c'est quasiment obligatoire de recruter sur ce poste-là selon la durée de l'indisponibilité. Et après, bah, ça dépend des ambitions. Hein. Si tu veux aller viser le top 5, je pense qu'il faut un. Soit tu considères que Manu Pérez peut enfin jouer et tu le fais jouer, soit tu considères qu'Isola peut être un 6 et tu le fais jouer en 6. Touré, pour moi, c'est pas le remplaçant naturel de Rigaud, en fait, non plus. On est sur un joueur qui est plus box-to-box au final et pas forcément sentinelle. Et si tu veux vraiment ambitionner le top 5 et que tu considères que ce que tu as en stock, c'est pas suffisant, bah, tu renforces à ce niveau-là.
avec un profil peut-être un peu plus physique, parce que je trouve qu'on manque parfois un peu de taille et de gabarit aussi, soit derrière, soit au milieu du terrain. Je change rien par contre devant je fais même partir des gens. Geno s'est prêté bien évidemment. Très sincèrement, vu son utilisation, on vend des Bamba. Enfin, je conçois pas de garder Bamba pour le faire jouer 10 minutes par match en fait. Et Jarjour prend sa place? Non, Sylvestre prend sa place en fait. Maintenant qu'on a plus de monde au milieu de terrain, ça fait un profil en plus devant. J'ai raconté l'anecdote très bizarre, enfin très bizarre. Mon confrère du Dauphiné Libéré a posé la question sur les deux dernières recrues à l'entraîneur il y a 2 semaines, je crois. Donc Théo Valls et Jarjou. Donc Vincent Ognon a fait une super réponse sur Théo Valls. Voilà, il a dit qu'effectivement, comme tu disais, Kev, que c'est un joueur dont le staff lui a parlé, qui voulait effectivement en citant toutes ses qualités, etc. Et du coup, il n'a pas répondu sur Jarjou. Et mon confrère l'a relancé sur Jarjou. Et la réponse, ça a été faut demander à Max Marty. Il l'a répété 3 fois faut demander à Max Marty. Alors, moi, ça me semble être une réponse de quelqu'un qui ne veut pas trop le joueur. Après, je ne suis pas dans la tête de l'entraîneur. Mais je ne suis pas persuadé que Jarjou soit vu très rapidement en Ligue 2. Ou alors, il avait peut-être rien à dire sur lui. Hein, mais bon, ça faisait quand même 3 semaines qu'il était à l'entraînement avec Grenoble. Donc, un peu surpris, je t'avoue, de cette non-réponse-là. Et pas forcément très optimiste pour Jarjou dans l'immédiat. Voilà, c'est pas un bon signal envoyé aux joueurs, en tout cas. Bah, ça me semble être une réponse pardon, assez bizarre. Après, peut-être qu'il y avait des bonnes raisons derrière, mais je n'en vois pas là comme ça en y réfléchissant. Donc plutôt Sylvestre du coup devant, sachant que devant, t'as quand même beaucoup de monde qui joue pas forcément beaucoup non plus depuis depuis la saison. Après, rajouter Jarjou, tu te mets un peu une épine dans le pied parce que je pense que c'est là où on est le plus fourni et c'est là où on est le plus qualitatif en fait. Donc, tu vas te rajouter un joueur. Alors par contre, pour moi, c'est pas un joueur que tu prends pour la réserve. Hein. On avait parlé là du Neymar Gambien l'été dernier, qui ne joue d'ailleurs pas avec la réserve. C'est Cisaille, je crois, Cizé, je sais pas comment on prononce le Oui, nom c'est ça. de famille. Là, pour le coup, tu vas le chercher en D2 gambienne. Donc, sans préjuger de la D2 gambienne, je pense qu'on est loin du niveau Ligue 2 française. Donc là, pour moi, on est clairement sur un joueur post-formation dont on espère peut-être qu'il arrivera à quelque chose d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, un peu comme Niamey Ogo. Jarjou, c'est quand même un ancien meilleur joueur du championnat du Sénégal, sachant que le championnat du Sénégal alimente souvent le FCMS, par exemple, et qu'on connaît la qualité. Et son club au Soudan, ça a joué comme, je crois que c'était quart ou demi de Ligue des Champions en Afrique. Donc on est plutôt sur un joueur niveau, je dirais, s'il faudrait comparer, c'est toujours difficile, mais plutôt niveau Sékou Touré quand on le prend, en fait. Donc un mec qui doit pas être très loin du niveau Ligue 2, a priori. On du prospect en se disant, allez, on lance une pièce, peut-être que dans 3 ans, ça fera quelque chose. Quoi. On est comme sur un profil un peu plus établi aujourd'hui. En plus, il est francophone, donc pas de difficulté à ce niveau-là de son côté non plus. Fred, Isolac, Santip, tu prêtes ou pas? Isola, non, parce que c'est pas le secteur de jeu où il y a le plus de monde. Le pauvre Xantip, oui, parce que. Alors, moi, on m'a dit qu'il déméritait pas, encore une fois, je vais pas voir les entraînements, donc je rapporte ce qu'on me dit. On me dit qu'il fait vraiment des bons entraînements, qu'avec la réserve, voilà, c'est pas déconnant non plus. Le problème, c'est que globalement, Paquet fait un bon début de saison quand il joue à gauche. C'est que globalement, Real Mendy, je pense, est installé en numéro 2 actuellement et que je vois pas comment, en fait, Matteo Xantip va avoir du temps de jeu cette année, quoi. À moins qu'il y ait une blessure, ce que je ne souhaite pas des deux précités, je vois pas. Parce que même en Coupe de France, tu fais jouer Real Mendy, j'imagine. On verra contre Villefranche, mais bah, il a aussi besoin, lui, d'avoir un peu plus de temps de jeu. Donc compliqué, Matteo Xantip. C'est un cas particulier, on va dire, mais c'est une saison qui est particulière et difficile pour lui, j'imagine. Et Crave, toi, alors, qu'est-ce que tu fais mercato d'hiver? Non, pas grosso modo, Fred a vraiment expliqué, c'est le bon sens. Hein. Tout ce qu'a dit Fred, c'est le bon sens. C'est difficile d'aller à l'encontre de ce qu'il dit. Donc, pour faire un peu d'originalité, on va dire, pour avoir une autre lecture, pas forcément pour renforcer, on pourrait dire de ne pas forcément renforcer la défense, prendre le risque. On peut se dire que Paquez pourra jouer dans l'axe et Matteo Xantip pourra prendre la place sur le côté. Et par contre, si on veut toujours un peu aller dans l'originalité, on manque d'un tueur devant le but, un vrai attaquant, même si Bas a marqué un petit peu, il vendange encore pas mal. Et ben Postolaki, pour le moment, malgré ses efforts et sa bonne volonté, c'est pas le mec qui va nous mettre les 10 buts. En tout cas, il est pas parti pour comme on avait demandé, enfin comme on espérait du moins. Donc, si la saison est encore longue. Toi, tu parles à quoi? D'un Le Bihan, d'un joueur comme ça, Crave? Le Bihan, ouais. Non, le Bihan, maintenant il est pris, il est à Caen. Mais ouais, voilà, je te parlais de prendre un joueur. Alors, on aurait un prêt, je sais pas. Prendre un prêt en Ligue 1 d'un attaquant.
Je crois que Gerbic, par exemple, est resté à Lorient. Il n'a pas du tout de temps de jeu. Ça, Ouais. c'est clairement moi un attaquant que je serais allé chercher. Par exemple, voilà. Voilà. Aujourd'hui, Prendre un prêt et puis bah voilà, tu dépenses pas en ce que tu vas, et si tu libères Bamba, parce que bah c'est vrai, soit, enfin Bamba pour moi soit on le respecte, on le fait jouer, soit soit tu le vends en fait, et puis bah dans ces cas-là, si tu veux un petit peu gambler, faire du gambling un peu sur ta saison, et ben tu mets un peu des sous sur une pointure devant pour le reste de la saison. Mais est-ce que la pointure devant sera GF38 compatible? La vraie question, elle est là. Ouais, C'est pas une mais question pour moi de qualité. C'est si tu prends Gerbic, mais que tu lui dis, bah, il faut courir 12 km par match et faire des efforts défensifs. Est-ce que Gerbic a ce profil-là aujourd'hui? J'en suis pas persuadé personnellement. En plus, prendre un mec en janvier, le temps qu'il s'adapte, etc. Pour le coup, Gerbic avait fait du bien à Valenciennes hein, l'année dernière quand il avait été prêté par Lorient justement. Mais je suis toujours pas persuadé que le problème soit le nom du neuf en fait à Grenoble. C'est juste les attentes qu'on a sur le neuf à Grenoble pour moi qui me semblent pas forcément compatibles avec ce qu'on propose aujourd'hui dans le jeu. Et Meissaba a marqué 5 buts en. Ouais, Meissaba a marqué 5 buts en assez peu de temps de jeu hein, finalement. Donc les stats sont pas déconnantes non plus. Oui, après, comme je l'ai dit, tu as fait parler le bon sens, donc j'ai essayé de trouver un peu d'originalité dans, 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 dans ce que je disais, quoi. Mais enfin, ce qui nous manque finalement, c'est ça, c'est de la réussite. Et est-ce que selon vous, avec la bonne première partie de saison, on risque de perdre des joueurs en fait? Parce que là, on parle des joueurs qu'on serait disposés, nous, côté grenoblois, à prêter ou à céder. Est-ce que le risque, c'est pas qu'il y ait une offre sur Brismo Bleu, qu'il n'y ait pas une offre sur Aminsby, qu'il n'y ait pas une offre, bon, Jesse Bonnet, je pense que lui, il est plus en mode resté, mais sur Dante Rigo, par exemple, une offre sur Mathis Touraine aussi, hein, qui doit être dans le viseur, j'imagine, de pas mal de clubs. Est-ce que vous imaginez, vous, Kev, toi, par exemple, est-ce que tu imagines que c'est un risque, ça, cet hiver, de se faire piquer quelques-uns de nos joueurs? Je pense que c'est évidemment un risque. On avait aussi beaucoup parlé de Monfray l'année dernière au mercato hivernal à Saint-Étienne. Ça s'était pas fait. Maintenant, je pense que le président et Max Marty savent aussi refuser des offres ou en tout cas demander des gros chèques pour faire partir. Et là, ils ont clairement annoncé les ambitions du club. On va chercher un Théo Valls. Donc, je pense pas que le signal serait bon. En tout cas, si tu vas recruter un Théo Valls pour un mois après vendre Monfray, par exemple, Touraine. Enfin, je vois pas en tout cas la chose qui serait possible. Maintenant, c'est sûr qu'un club vient et va poser 5 millions sur ce bail. Tu vas peut-être te poser la question et dire bon bah écoute, peut-être qu'on vous le vend, mais vous nous le gardez, on le garde en prêt jusqu'à la fin de saison. Il y a des choses qui sont possibles, mais en tout cas, je vois pas l'effectif se dépeupler au mercato d'hiver avec les ambitions du club et surtout si on est comme ça dans le top 5, prêt à faire une bonne saison en tout cas. Donc, Petit point à prendre en compte aussi, Kev, puisque tu parles de Monfray sur le mercato hivernal, c'est qu'on a des joueurs qui vont arriver en fin de contrat. Notamment en défense, puisque et Monfray et Nestor sont en fin de contrat en juin prochain. Et je suis à peu près sûr qu'au GF38, on va pas attendre juin et juillet pour recruter dans ce secteur-là pour pouvoir au départ. J'imagine que Nestor, lui, ça sera fin de carrière. Monfray, je sais pas s'il a prévu de prolonger ou pas, s'il veut s'offrir une dernière aventure un peu plus exotique ou pas, etc. Par contre, c'est un secteur où dans tous les cas, tu sais qu'il va falloir remplacer. Donc pourquoi pas anticiper aussi, même si l'idée de Crave est pas déconnante, hein, de dire on a Xantip à gauche, on peut estimer que Paquez est susceptible de rendre des services dans l'axe, c'est très vrai. Mais je pense qu'il faudra aussi anticiper en fait sur ce côté fin de contrat là dans ce secteur de jeu très précisément. T'as pas d'infos sur Monfray qui serait en prolongation? Parce que ça, absolument pas. Alors les infos sur Monfray, c'est que quasiment chaque mercato, il y a des offres sur sa gueule, effectivement, hein, parce que les mecs adverses, ils sont pas aveugles et ils voient les performances. Je sais qu'à une époque, mais je te dis un truc qui remonte peut-être à 2-3 ans, une expérience à l'étranger le tentait bien. Maintenant, je sais aussi que visiblement, il se sent extrêmement bien à Grenoble, et c'est pour ça aussi qu'il a jamais fait la gueule de pas forcément partir. Donc, j'imagine que s'il y a une entente qui est trouvée, en tout cas sportivement, il montre qu'il a largement le niveau et qu'il l'aura encore l'année prochaine. Hein, donc, je pense pas que ce soit un souci sportif. Après, à Grenoble, on sait qu'on n'aime pas trop non plus revaloriser des joueurs hein, plus sur la fin de leur carrière. Donc, ça sera sans doute la clé, à mon avis, des négos, quoi. Mais j'ai pas de certitude ni dans un sens, pardon, ni dans l'autre. En tout cas, son remplacement va être déterminant pour la suite, hein, parce qu'on parle là quand même d'un joueur. Monfray, c'est quoi, sa 5e, 6e saison au GF, je crois, peut-être 5e. Mais on parle vraiment d'un joueur qui a été énorme, en tout cas sous le maillot du GF, très régulier, qui, je pense, fait partie des vice-capitaines. Donc, son remplacement va être déterminant, en tout cas pour la suite, comme Brice Maubleu dans quelques années. Puis, top player.
je trouve que c'est important dans un groupe. C'est un de ceux que j'ai vu le plus faire la gueule après le match samedi soir, en matière de caractère. Alors, de temps en temps, il a l'air un peu pénible pour les arbitres, notamment. Il n'hésite pas à leur crier dessus. Je pense que l'arbitre s'est fait bien rhabiller encore après le but sur hors-jeu, d'ailleurs, samedi soir. Mais je trouve que ça, dans un groupe, un mec comme ça, c'est une grosse plus-value, quoi. Et puis c'est un top défenseur Ligue 2. Enfin, franchement, il fait partie des tout meilleurs à son poste. Hein. Je pense pas qu'il y aura une option sur Jean Ruiz de Pau que j'ai vraiment beaucoup aimé la semaine dernière, qui a des grosses qualités de relanceur en plus, puisqu'on a une petite filière paloise avec Sylvestre qui s'est créée là. Je serais pas contre qu'on fasse quelques approches sur l'ami de Pau là. Je sais pas si vous voyez de qui je parle, c'est le mec qui fait la passe décisive sur le but de Boutaïb, l'égalisation du coup de Pau samedi dernier. J'ai plus le nom, mais il me plaît beaucoup aussi. Ouais. Jean Ruiz, c'est Jean le prénom et Ruiz. Ah oui, c'est ça. Il a fait un match énorme contre nous. Énorme. Ouais, il a vraiment, et puis ça fait quelques saisons qu'il est avec Pau. Je crois que c'était, si je dis pas de bêtises, Sochaux qui l'avait prêté la première année. Enfin, ça fait 2-3 saisons avec Pau où il est vraiment très bon. Hein. Il avait déjà été très bon contre nous l'an dernier à Pau, je me souviens bien du match. Ouais. Après, je pense qu'il y a le risque, c'est peut-être perdre un joueur, et il y a peut-être un peu la jurisprudence Bamba, c'est-à-dire on a gardé Bamba à 3 millions, aujourd'hui il en vaut peut-être, je sais pas, 2 fois moins. Il y a un centre d'entraînement qui est en train de l'académie qui est en train de se faire, etc. Pas prêt de voir le jour quand même. Hein. Je vous invite encore. Oui, non, mais ça Fred, mais... Ouais, mais bon, voilà, ça se budgète. On sait comment ça s'anticipe, etc. Donc, est-ce que voilà, le risque, ils vont prendre le risque si le joueur est un peu moins bien, si Grenoble fait une un peu moins bonne suite de championnat, d'évaluer un joueur qui aurait une grosse cote là. Je pense notre plus grosse cote, ça doit être Touraine. Peut-être Sbaï. Benet, je pense pas qu'il parte. À mon avis, l'aventure amiénoise, ça l'a vacciné. Voilà, je m'attends pas à un gros mouvement au sein du groupe. Personnellement, peut-être si je dois mettre une pièce, à mon avis, c'est Bamba. D'autant grave, si je peux me permettre, c'est un élément qu'on n'a pas abordé, mais c'est que les mecs s'entendent super bien et je pense qu'il y a vraiment aussi le côté un peu, on vit une aventure ensemble. C'est aussi pour ça que c'est important de garder des bons résultats et de garder le regard tourné vers l'eau. Tu sens qu'ils ont envie d'aller au bout d'un truc en fait. Sur le début de saison, on le sentait beaucoup. Alors peut-être que maintenant avec les mauvais résultats, ça va être un peu moins le cas. L'avenir nous le dira. Mais tu sens que si jamais à la trêve t'es encore dans la même position, que tu réussis à repartir un peu de l'avant. Je pense qu'il y aura tout simplement pas grand monde qui aura envie de partir cette année, tout simplement, et qu'ils auront envie d'aller. Mais comme l'a dit Kev, après, tu as des arrangements qui peuvent être trouvés. Hein. Tu vends le mec et tu te le fais prêter les 6 mois d'après. Voilà, ça t'assure de la vente du coup, et le mec peut terminer la saison. Mais je pense aussi tout simplement que Stéphane Rossoblé aujourd'hui peut dire non, tout simplement financièrement, on n'est pas dans la voilà, il l'a déjà fait. On n'est pas dans la galère, donc c'est aussi un point. Mais je pense que les joueurs eux-mêmes ont envie en fait d'aller au bout de cette aventure-là avec le GF38, en tout cas pour l'instant. Donc ça, c'est aussi plutôt un signal positif. Messieurs, en 2 mots, s'il vous plaît, pronostic pour le match contre Amiens et qu'est-ce que vous attendez de ce match avant la trêve? Grave. Une réaction dans l'état d'esprit, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on perd, je m'en fous. Si on voit de l'enthousiasme du jeu, de l'impact, s'il y a de l'intensité, moi ça m'ira. Si on fait match nul avec de l'intensité, ça me va. Si on perd, c'est moins bien forcément, mais alors c'est un peu bizarre, mais j'ai un bon pressentiment. Je pense qu'on va gagner un vieux 1-0 un vieux hold-up. Je le sens comme ça. Je sais pas, mais voilà, je pense une sorte de révolte un peu et à l'arrache, à la niaque, on va aller le gagner celui-là. Un corner de mon frère. Ah bah non, mon frère, il y sera pas malheureusement, mais il l'aurait mérité. Tonton. Mais voilà, un tonton, ça serait le symbole en plus. Donc parfait. Un tonton sur corner, je prends. Parfait. Fred? La manière plus que le résultat. Un peu comme Krav, voilà, j'ai envie de voir une équipe qu'on veut, qui fait les efforts pour l'autre, les sacrifices pour l'autre. C'est peut-être la petite donnée qu'on voit un peu moins ces dernières semaines. Moi, pour le buteur du GF, je verrais bien Jesse Bonnet quand même. À Amiens, il y aurait du sens de marquer sur place. Sur penalty, allez. Non, après, c'est une belle frappe de 30 mètres dans la lucarne, voilà, histoire de mettre les choses au clair. Après, sur le résultat, honnêtement, je suis méfiant parce que je pense que Monfrey, c'est une grosse perte, même si j'aime beaucoup Nestor, il joue pas beaucoup, il faut trouver le rythme, etc. Alors, ça avait bien marché à Caen, Nestor Diarra, mais
On verra si contre Andy Carroll et contre Mafuta, ça sera pas plus compliqué. Donc je suis toujours un peu méfiant par rapport aux résultats, mais si les Grenoblois remontent ce qu'ils ont montré sur les 10, 11 premières journées de championnat, je serais rassuré complètement en fait en me disant bah voilà le petit épiphénomène fin de match à Pau et match contre Ajaccio et derrière en fait on va repartir de l'avant. Après s'il peut y avoir le résultat et la manière bien évidemment on ne dira pas non. Ça évitera aussi d'aborder la Coupe de France avec une trop forte pression. Et toi Attention, Kev? Ouais. Moi, j'attends première chose une solidité pardon, défensive retrouvée, donc un clean sheet. Et ensuite, bah, nous de mettre 1 ou 2 buts. Mais en tout cas, pour moi, le clean sheet est quasi obligatoire. Après avoir pris 11 buts en 4 matchs, c'est inadmissible au vu de notre défense et de notre effectif et de nos ambitions. Donc voilà, ça pour moi, c'est vraiment la priorité, le clean sheet. Et ensuite, bah, à nous d'aller mettre 1 but, voire 2. Je pense qu'on en est tout à fait capable. Donc j'espère le 1 ou 2-0, allez, en étant optimiste à Amiens. Avant la trêve, ça nous ferait beaucoup, beaucoup de bien. Et je veux voir Touraine titulaire, bien sûr, parce que ça va me saouler de commencer à lire des avis négatifs. Il a la Ouais. tête ailleurs, il a machin, il a ci. Non, non, Mathis Touraine, il a fait 12 matchs exceptionnels sur Et à 13. droite. Il a déjà fait, et à droite, il avait déjà fait des mauvais matchs l'an passé au Paris FC, par exemple, ça l'a pas empêché. Il fera sans doute encore pire match dans le futur. Je lui souhaite pas, mais ça lui arrivera, c'est une certitude. Commençons pas, voilà, à nous refaire une Jacob Geno, à nous refaire des mecs un peu tête de turc. Très très bon Mathis Touraine, il est passé à côté samedi. On le retitularise à droite samedi prochain, il nous met un petit doublé, des passes D, etc. Il remet tout le monde d'accord et puis on repart de l'avant. Parfait. il a pas été aidé samedi non plus. Ah non, bah non, ça on va parler avec VH. Vas-y, Krav. Petite attention, attention sur les coups de pied arrêtés sur les centres parce que ça va être grand en face et on va avoir un déficit de taille dans l'axe On a avec vu qu'en ce Nestor. moment, c'est compliqué. Ouais, et voilà, et avec Nestor et Diarra, on va avoir un beau déficit de taille face à des Andy Carroll et compagnie. Donc, va falloir éviter de se prendre trop de corners ou de centres. Donc, effectivement, là, Touraine et Paquiez, si c'est Paquiez qui joue, ils vont avoir fort à faire afin de neutraliser les ailiers sur les côtés, quoi. T'as absolument raison. Messieurs, merci beaucoup. 20h30, c'est parfait. Ceux qui souhaitent continuer la soirée GF38, vous pouvez embrayer de suite à 20h30. Il y a le Foot Time Show qui va commencer avec nos copains Suède et toute la bande. Merci à vous, merci Fred, merci Krav. C'est toujours un plaisir de faire ces petits spaces avec vous. Et on se dit à samedi pour le match contre Amiens et on espère un bon résultat avant la trêve. Merci à tous. Salut. Merci Ciao. Kev. Salut, merci à toi.